Donc c'est un grand honneur et un grand plaisir personnel aussi d'accueillir ce soir Catherine Cesarski, qui est d'abord et en tout premier lieu vraiment une scientifique de premier niveau international et qui a donc travaillé au CEA depuis un certain nombre d'années, d'abord au service d'astrophysique. Puis ensuite, elle a été directrice des sciences de la matière, un poste que j'ai l'honneur d'occuper maintenant. Avant d'être directrice générale de l'ESO, European Southern Observatory, qui est un poste extrêmement important avec des réalisations internationales, en particulier au Chili, de tout premier rang mondial. À ce titre, elle a participé, elle participe toujours à de nombreux comités internationaux d'évaluation, de programmation. Elle est aussi donc impliquée dans les comités de l'ERC, le European Research Council, qui est une des grandes institutions de recherche fondamentale européenne. Et enfin, récemment, en 2009, elle a été nommée haut commissaire à l'énergie atomique. Et c'est un grand honneur pour nous qu'elle vienne faire cette présentation sur les lumières et poussières dans les galaxies à l'occasion de cette année de l'astronomie et plus spécifiquement ce mois de novembre de l'astronomie à Saclay, qui est un mois un peu exceptionnel puisque en plus de la conférence de Catherine, il va y avoir ce week-end une journée porte ouverte à l'Orme des Merisiers sur cette thématique qui sera elle aussi pas tout à fait passionnante et qui, je vous le dis, a mobilisé des scientifiques qui sont tout aussi passionnés à vous faire partager leur enthousiasme. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus. Si je peux dire aussi qu'on est très honoré que tu sois aussi membre de l'Académie des sciences. C'est un des titres qui est, qui est tout à fait remarquable. Donc je crois que je ne vais pas en dire plus. Et on va repasser donc la parole à Fabienne d'abord et puis ensuite à Catherine. Monsieur Carestan, merci infiniment et merci donc aussi à cette année mondiale de l'astronomie qui aura été un très joli prétexte à 3 conférences d'exception. Alors juste un petit rappel, si vous étiez là mardi, vous savez tout maintenant sur Saturne et ses anneaux, puisque André Braic était aux commandes de ce beau voyage qu'il nous a proposé mardi. Si vous étiez là jeudi, vous savez comment travaillent les astrophysiciens. Et vous avez vu un très beau film qui s'appelle Des étoiles et des hommes. Si vous n'étiez pas là, vous avez droit à une séance de rattrapage sur Ciné Cinéma le 28 et le 29 novembre, je crois, ce film est diffusé. Comme le disait Monsieur Carestan, n'oubliez pas que le week-end prochain, à l'Orme des Merisiers, il y a donc le novembre astronomique avec le programme que vous pourrez prendre en sortant. Et ce soir donc, c'est Catherine Cesarski qui intervient, non pas en tant que haut-commissaire à l'énergie atomique, mais en tant qu'astrophysicienne. Elle va donc vous parler des étoiles, de la naissance des étoiles, et on va parler aussi du milieu interstellaire. Madame Cesarski, je pense que je vais vous laisser la parole. Je vais vous demander d'être indulgent. Elle nous a dit de ne pas le répéter, mais elle n'est pas très en forme ce soir. Elle a très très mal à la tête, alors ne criez pas. Voilà. Une conférence avec en prime de très très belles images. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Effectivement, de ce qui a été dit sur moi, il y a une raison qui joue un rôle important dans le fait que je sois là ce soir, c'est que j'ai été jusqu'à très récemment aussi présidente de l'Union astronomique internationale. Et c'est l'Union astronomique internationale qui a eu l'idée, il y a maintenant 9 ans, de lancer cette année internationale de l'astronomie. Enfin, nous l'appelons partout année internationale. Je sais qu'en France, ça s'appelle année mondiale de l'astronomie, donc je vais essayer de rester à l'année mondiale. Et donc, vous savez que nous avons souhaité
que cette année soit une année dans laquelle les gens qui d'habitude ne s'intéressent pas à l'astronomie, pour une fois s'y intéressent, en entendent parler, et que évidemment ceux qui s'y intéressent déjà aient beaucoup plus de chances que d'habitude d'en entendre parler. Voilà. Donc il y a eu énormément, et il y a toujours, puisque nous sommes encore dans cette année, il y a énormément d'activités dans le monde entier. Nous avons pu d'abord avoir l'UNESCO qui a accepté de prendre avec nous la direction de cette année internationale de l'astronomie. Nous avons convaincu les Nations Unies de déclarer au niveau des Nations Unies que cette année 2009 était l'année internationale de l'astronomie. Et si nous avons voulu faire ça, c'est parce que nous voulions, comme je vous l'ai dit, pouvoir parler aux gens qui n'entendent pas souvent parler de nous, et donc en particulier, il s'agissait de tendre la main vers les pays qui sont moins favorisés que la France pour avoir accès à de la vulgarisation scientifique. Et ça, les Nations Unies étaient une grande aide pour ça, parce qu'évidemment, ils ont toute la liste. À l'Union astronomique internationale, nous avons 66 pays membres, et nous nous sommes fixés pour but, et il y en a 190 aux Nations Unies, nous nous étions fixés pour but d'en avoir 140. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous en avons 151. Donc ça fait vraiment énorme, le 151e étant Monaco. Alors, mais enfin, on a Monaco, le Liechtenstein, des tas de petits pays aussi, mais on a quand même réussi à avoir plusieurs pays, par exemple en Afrique, et nous avons un certain nombre de pierres angulaires, dont un qui consiste justement à amener l'astronomie dans les pays où vraiment il n'y en a pas du tout, ne serait-ce qu'à niveau d'amateur, en espérant que plus tard ça puisse aussi entraîner des vocations et commencer à implanter l'astronomie. Et encore une fois, pourquoi l'astronomie ? Ce n'est pas uniquement parce que, évidemment, c'est la plus belle des sciences, hein, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, est la plus intéressante et la plus attrayante, mais c'est aussi évidemment une porte d'entrée pour toutes les autres sciences, si on peut dire pour toutes les carrières scientifiques. Donc, que ce soit d'ailleurs dans les pays défavorisés ou dans les pays favorisés, nous considérons que l'astronomie est une excellente façon d'amener les gens non seulement à voir de belles choses, mais aussi à réfléchir, à comprendre ce qu'est un raisonnement scientifique et, si tout va bien, à attirer suffisamment de gens vers les carrières scientifiques ou au moins vers la compréhension de choses un peu scientifiques et techniques dont on entend parler. Voilà, moi tout ça me tient beaucoup à cœur. Comme cette année tire à sa fin, je me sens très fort que je dois en parler. Alors dites-moi, est-ce que vous en avez entendu parler de l'AMA cette année? Ou est-ce que vous avez vu vous avez été témoin, vous avez vu des expositions dans des métros, vous avez vu, j'espère, oui ou non? Que tous ceux qui en ont entendu parler lèvent la main. Je voulais voir un petit peu. Voilà, donc c'est pas mal de monde et c'est quand même pas tout le monde, voilà, mais bon, c'est... Nous avons eu, vous savez, à 2 reprises, des soirées dans lesquelles, dans le monde entier, il y avait des manifestations organisées pour regarder le ciel. En avril, et puis maintenant, très récemment, alors récemment, malheureusement, en France, on a eu assez mauvais temps, c'était les nuits galiléennes. Mais au mois d'avril, on sait qu'il y a mais vraiment des millions de personnes qui ont regardé à travers un télescope dans ces mêmes 3 nuits, à travers le monde. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de lumière et poussière dans les galaxies, parce que quand on parle d'astronomie, on pense planètes, étoiles, galaxies, trous noirs, et on pense que tout ceci flotte dans le vide absolu. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Entre les étoiles, il y a quelque chose, il y a le milieu interstellaire, qui n'est pas un vide absolu. Il contient du gaz. Ce gaz est essentiellement de l'hydrogène, sous forme atomique ou moléculaire, et puis, mélangé à ce gaz, il y a d'infimes particules de poussière. Elles sont toutes petites, mais elles ont en masse moins de 1/100 de la masse du gaz, et pourtant, elles jouent un rôle très important. Ce sont, on peut l'imaginer comme des petites suies, et donc comme des toutes petites particules qui ressemblent à ce qui sort du pot d'échappement de votre voiture, jusqu'à des
des choses un peu plus grosses, des petits cailloux qui sont essentiellement en carbone et en silicium mélangés à de l'oxygène. Alors ces milieux diffus, nous appelons ça les milieux diffus entre les étoiles, on les trouve à toutes les échelles. Dans le système solaire, par exemple, vous savez que dans le système solaire, on peut avoir dans certains cas une lumière zodiacale qui est due à l'existence aussi de petites poussières dans le disque dans lequel se trouve le système solaire. Donc vous avez aussi là un gaz et de la poussière, système qui vous donne cette lumière zodiacale, entre les étoiles de la Voie lactée et aussi entre les galaxies de l'univers. Alors, celui qui a été identifié il y a longtemps, qui est le plus simple à observer, c'est le gaz ionisé, c'est-à-dire quand vous avez une étoile qui est très très chaude, qui émet un rayonnement dans l'ultraviolet. Si elle a du gaz autour, elle chauffe beaucoup ce gaz, et elle le chauffe tellement que vous savez que vous avez un noyau et puis des électrons, et les électrons sont arrachés et sont séparés des noyaux, et vous avez ce qu'on appelle un gaz ionisé. Vous avez des noyaux d'une part et des électrons d'autre part. Et dans ce gaz ionisé, en particulier l'hydrogène est ionisé, et ça lui fait émettre une raie qui tombe dans le domaine visible. Donc, dans le visible, vous avez peut-être déjà vu ça vous-même à travers un télescope, on voit des nébuleuses comme celle-ci, qui est une structure créée par une étoile qui est au centre du trou que vous voyez là, et qui rend incandescents les gaz qui sont autour. Si vous n'avez pas une source de lumière qui soit au moins ultraviolette, qui soit capable d'ioniser l'hydrogène, eh bien l'hydrogène il reste neutre. Il sera neutre, il soit sous la forme d'atomes, soit sous la forme de molécules dans les régions les plus froides, comme il est dans l'air dans lequel nous sommes. Si vous regardez notre Voie lactée, vous avez là au-dessus une image de la Voie lactée. En fait, on a mis ensemble plusieurs images, donc c'est d'un bout à l'autre de la Voie lactée. Mais quand vous regardez vous-même dans le ciel, vous en voyez un morceau, et je pense que vous êtes familier avec le fait, si vous avez déjà été dans des endroits où il y a un très bon ciel, bien sûr, c'est évidemment pas à Saclay que l'on voit ça, ni à Paris, on est familier avec le fait qu'on voit comme des zones très noires dans la Voie lactée. Eh bien ça, c'est tout simplement parce que dans ces régions-là, vous avez des nuages dans lesquels il y a de la poussière. Et cette poussière absorbe le rayonnement visible. Donc les étoiles qui sont derrière, nous ne les voyons pas. Il suffit d'un nuage sombre ici devant pour qu'on ait l'impression qu'il y a un trou. En fait, il n'y a pas un trou. Donc, quelque part, vous voyez qu'à l'œil nu, on arrive quand même à voir de la poussière. Et encore une fois, si vous avez un télescope, vous pouvez voir des nébuleuses. Là, vous avez un autre exemple, ce que je montrais tout à l'heure. Vous avez du gaz ionisé qui est donc incandescent dans le visible avec des belles couleurs. Donc cette poussière, comme je vous l'ai dit, elle ne fait en masse que 1% de la masse du milieu interstellaire. Ça y est, je fais des bêtises. Exactement, j'espère que ce n'est pas grave. C'est celle d'en haut que je vais toucher, voilà. Donc c'est en fait des petites poussières qui ressemblent tout à fait en matériaux à ce qu'on trouverait dans les anneaux de Saturne, dans les astéroïdes du système solaire. Alors, les étoiles ne se forment pas une par une. En général, elles se forment dans des amas, et pas tout à fait simultanément. Et en général, non, mais dans certaines régions, on forme des étoiles plutôt grosses. Et c'est les étoiles grosses qui peuvent atteindre des températures suffisamment fortes pour ioniser le gaz. Mais parfois, on forme aussi en même temps des étoiles de masse plus faible et qui n'arrivent pas à ioniser le gaz. Donc vous avez tout un ensemble d'étoiles qui se forment. Donc en général, et les étoiles les plus grosses vivent pas très longtemps. Donc toutes les régions dans lesquelles on voit des étoiles très grosses et du gaz ionisé sont des régions de formation d'étoiles. Parce que vous avez les très grosses que vous voyez en ce moment, mais il y en a d'autres qui se forment également et qui vont probablement d'ailleurs, qui vont durer bien plus longtemps qu'elles. Donc toutes les régions on voit comme ça, on dit que c'est une région de formation d'étoiles. Alors vous avez des régions comme ici, où vous avez des étoiles et tout à coup on voit un trou au milieu des étoiles. Alors là encore, il s'agit d'un nuage
tout petit, très ramassé et très très dense. Et on ne voit rien de ce qui est derrière. Mais on a réussi à pénétrer à l'intérieur de ce nuage dans l'infrarouge, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cet exposé. Et on peut dire que ce nuage, en fait, est exactement comme le nuage probablement à partir duquel s'est formé le Soleil. Il est dans un équilibre tout à fait instable. Il y a les diverses parties du nuage qui s'attirent les unes les autres, et il suffira d'une piche nette, peut-être venue de l'extérieur, pour qu'il s'effondre. Il y a un effondrement gravitationnel, et il va se former à l'intérieur de ce nuage une étoile qui sera probablement tout à fait comparable au Soleil. Alors, je vous ai dit que la poussière absorbe le rayonnement visible envoyé par les étoiles. Mais bon, elle ne peut pas avaler, il faut que ça sorte quelque part. Or, cette poussière, elle n'est évidemment pas au centre d'une étoile, ni au bord d'une étoile, elle est à des températures, elle est plus éloignée et donc à des températures beaucoup plus basses. Vous savez qu'au centre des étoiles, vous avez par exemple 16 millions de degrés au centre du Soleil. À la surface du Soleil, vous avez 6000 degrés. Les gaz incandescents dont je parlais tout à l'heure ont à peu près 10 000 degrés. Mais les nuages interstellaires qui ne sont pas ionisés vont se trouver avec des températures qui se mesurent plutôt en degrés absolus. Vous savez, où 0 degré, en fait, correspond à 273 degrés absolus. Donc, c'est en dessous de ça, et les températures vont se trouver entre 30, 50, 100, 150 degrés absolus. Donc, c'est vraiment des régions beaucoup plus froides. Et les poussières vont réémettre toute cette énergie qu'elles ont reçue, mais sous la forme d'un rayonnement qui correspond à leur température. Alors, encore une fois, pour le Soleil, 6000 degrés, ça correspond à émettre de la lumière dans le visible. C'est d'ailleurs probablement pour ça que nos yeux voient. Des corps à des températures comme les nôtres, nous-mêmes, on émet dans l'infrarouge moyen. Et les poussières les plus froides émettent dans un infrarouge à des longueurs d'onde de plus en plus longues. Vous savez que les longueurs d'onde sont plus courtes pour le visible, puis deviennent plus longues lorsqu'on va vers l'infrarouge, et de plus en plus longues jusqu'à ce qu'on arrive aux ondes radio. Donc, vous allez, avec ces poussières interstellaires, émettre des rayonnements qui vont aller de l'infrarouge, puis au-delà des ondes un peu plus longues, submillimétriques et peut-être même millimétriques. Donc, si on veut un bilan complet de ce qui se passe dans les nuages, on a besoin de mesurer aussi l'infrarouge. Si on veut voir ce qui se passe à l'intérieur des nuages, on a besoin de mesurer l'infrarouge, puisque la lumière visible ne pénètre pas. Avec l'infrarouge, on peut plonger au corps des nuages. Donc, dans les années 70, les astronomes ont réussi à avoir une technologie qui leur a permis d'observer dans l'infrarouge. Et c'était beaucoup plus facile de faire ça dans l'espace parce que, justement, au sol, comme nous émettons tous de l'infrarouge, les températures font que nous baignons dans un flux infrarouge. Même la nuit, ce serait comme observer en plein jour. Donc, même si on peut faire quand même des choses très utiles au sol, on a toujours voulu préférer aller dans l'espace. Et il y a eu un premier satellite, 1983, qui s'appelle IRAS, qui a volé et qui a fait un relevé complet du ciel, une carte complète du ciel dans l'infrarouge. Et on utilise encore ces observations aujourd'hui. Alors, pour arriver à ne pas être gêné par la luminosité propre envoyée par le satellite ou ses instruments, on est obligé de faire tout ça de très basse température. Donc ces satellites, ce qu'ils font, c'est qu'ils emportent énormément d'hélium liquide, et tout ça baigne dans des températures autour de 4 à 10 degrés absolus, de façon de ne pas être gêné par l'émission propre, de pouvoir vraiment regarder seulement le ciel. Donc en 95-98, il y a eu le premier véritable observatoire qui pouvait saisir une région du ciel, s'arrêter dessus et l'observer. Il s'appelait ISO. Et sur ISO, en fait, Saclay a joué un rôle très important avec le développement de la caméra qui était sur ISO. Et puis, on est arrivé à la génération suivante, de 2003 à 2009, le satellite Spitzer, qui est un satellite américain qui a fonctionné jusqu'à très récemment. Et au sol, on peut quand même faire des choses, en particulier pour les parties les plus longues, le submillimétrique et le millimétrique. Donc, si on revient sur les régions de formation stellaire, vous voyez ici à gauche
un nuage sombre. Je ne sais pas si on a suffisamment, il faudrait qu'il y ait très peu de lumière dans la salle pour que vous voyez à quel point. Ici, vous voyez peu d'étoiles, et là, vous en voyez pratiquement plus. C'est donc, comme le petit nuage que je vous montrais tout à l'heure, tout simplement qu'il y a un nuage sombre devant nous. Quand, avec ISO, avec la caméra qui était sur ISO, nous avons pu pour la première fois plonger là-dedans, eh bien, dans l'infrarouge moyen, voilà ce qu'on a vu. On a vu qu'en fait, cette zone qui avait l'air si vide était absolument pleine d'étoiles, et tout ça, ce sont des petites étoiles qui sont en formation au centre du nuage et qui émettent dans l'infrarouge. Et donc, on a pu faire le census et commencer à comprendre comment se forment les étoiles dans ces régions-là. Alors, une autre région qui est près d'Orion, dont vous avez peut-être regardé ceci à travers un télescope. Il y a une nébuleuse très célèbre avec une forme de tête de cheval que nous aimons beaucoup, les astronomes, et vous avez toujours des photos de cette nébuleuse. En fait, quand on regarde dans l'infrarouge, on s'aperçoit que c'est tout simplement un nuage assez ténu qui se trouve avoir cette forme-là, qui dans l'infrarouge apparaît à peine, et que, par contre, on peut pénétrer à l'intérieur et on voit que là aussi, dans cette région, il y a un petit peu d'étoiles qui sont en train de se former. Si vous prenez toute la constellation, disons, une zone toujours dans Orion beaucoup plus grande, alors vous reconnaissez ici le célèbre baudrier d'Orion que vous avez sûrement vu dans le ciel, qui est visible et de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et vous voyez, là, c'est une région dans laquelle il semble qu'il n'y a pas tellement d'étoiles, mais là aussi, ça c'est une image d'IRAS. Quand on fait un composite entre 12 microns et 100 microns, on voit que tout ça est absolument rempli de gaz, d'étoiles en formation et de régions qui sont plus froides et de régions qui sont plus chaudes. En fait, ici, le jaune représente les régions plus chaudes et le rouge, les régions plus froides, dans lesquelles vont encore se former des étoiles. Alors, jusqu'à très récemment, on avait comme ça beaucoup de données grâce aux satellites dont je vous ai parlé, essentiellement jusqu'à des longueurs d'onde qui vont jusqu'à 100 microns. Mais après, on arrive dans cette région entre 100 microns et 1 mm, ce qu'on appelle le submillimétrique. Et on sait qu'il s'y passe des choses extrêmement importantes, mais c'était plus difficile à observer parce que quand vous observez avec un télescope, la résolution que vous allez avoir dans le ciel dépend de la longueur d'onde. Donc, pour un télescope d'une taille donnée, le pouvoir séparateur que vous avez dans le ciel est en fait inversement proportionnel à la taille du télescope, mais est aussi proportionnel à la longueur d'onde. Donc, si vous observez dans le visible, même avec un petit télescope, vous avez pas mal de pouvoirs séparateurs. Mais si vous observez dans une longueur d'onde beaucoup plus longue, avec un petit télescope, votre pouvoir séparateur n'est pas très grand. Et évidemment, ce n'est pas très facile d'envoyer des télescopes grands dans l'espace. Vous savez à quel point c'est cher. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a Hubble qui fait 2,60 m, mais vous savez qu'il a coûté une fortune, il a coûté extrêmement cher, et même 2,60 m pour ces longueurs d'onde-là n'était pas suffisant. Donc les astronomes voulaient lancer un télescope beaucoup plus grand que ça. Bon, il a commencé, comme toujours, on commence avec quelque chose de très grand, puis ensuite des considérations économiques font que c'est limité, limité, limité. Enfin, on a fini quand même par lancer un télescope de 3,5 mètres de diamètre. C'est quand même déjà pas mal. Qui est donc, on utilise au maximum ces possibilités jusqu'à à partir de en dessous de 90 microns, mais qui quand même permet une bonne séparation dans le ciel. Alors, il a fallu l'envoyer à des millions de kilomètres au point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. Et ce télescope s'appelle Herschel. Et ceux d'entre vous qui ont vu le film des étoiles et des hommes en ont beaucoup entendu parler, puisque ce film est voué à la préparation du satellite Herschel. Eh bien, ce satellite Herschel a finalement été lancé le 14 mai 2009. Et c'est un grand succès. Et les résultats, on n'a pour l'instant que quelques résultats qui filtrent, parce que tout le monde travaille dessus avant de les sortir. Mais je vais vous en montrer quelques-uns au passage. Donc, il y avait 3 instruments. Un instrument qui fait de la spectroscopie, et puis, dont je ne parlerai pas ici, et puis 2 instruments dans lesquels, dans tous les deux,
il y a une application du service astrophysique ici au CEA, un qui s'appelle PAX, qui fait imagerie et spectro-imagerie dans la bande 60-200 microns. Donc là, il y a un certain recouvrement avec le satellite antérieur, mais ça va au-delà. Et puis le deuxième SPIR qui va de 200 à 600 microns. Donc là, vraiment une zone pratiquement totalement inexplorée, au moins du point de vue de l'imagerie. Donc là, je vous montre une région qui est à peu près à 60 degrés du centre de la galaxie. C'est simplement un morceau de ciel, on peut dire, quelconque, où on aurait pu croire qu'il n'y a rien. Mais quand on regarde avec PAX, eh bien, on voit qu'il y a énormément de filaments, de nuages, et on voit les formations d'étoiles. Vous voyez, les étoiles souvent se forment comme des perles sur un collier. Alors, en allant des longueurs d'onde plus longues, avec SPIR, on a pu faire aussi la carte de la même région. Et donc là, vous voyez les régions les plus froides. Tout à l'heure, vous voyez tout ça est très froid par rapport à l'univers dont vous avez l'habitude d'entendre parler. Et disons ici, c'est des régions encore plus froides, avec des températures qui vont faire 10-20 degrés. Et là, dans l'autre, vous avez des températures qui vont aller au-dessus, jusqu'à 100 degrés. Et donc, ici, vous avez un composite des deux instruments. Oui, en fait, et puis c'est tout ce que je voulais montrer. Donc, vous voyez qu'on va dans des régions où avant, on ne voyait rien, et on découvre qu'en fait, il s'y passe des tas de choses. Donc, on attend une moisson très importante de résultats de la part d'Herschel, même à l'intérieur de notre galaxie, avec peut-être découverte des régions de formation d'étoiles auxquelles on n'avait pas pensé. Le petit nuage que vous avez montré tout à l'heure, Rho Ophiuchi, que nous avions fait avec Isocam, est le plus proche de ces nuages sombres. Herschel pourra faire des choses similaires dans des nuages beaucoup plus lointains que nous n'avions pas vraiment pu identifier. Bien. Alors maintenant, je voulais aller un peu sur la notion de ce qu'est notre galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée. Je vous montre là une autre vision de la Voie lactée, telle qu'on la voit depuis l'observatoire du Paranal. Et là aussi, on a fait la somme de plusieurs images. Vous voyez que même à l'observatoire du Paranal, malheureusement, on voit les lumières d'Antofagasta au loin. Et pourtant, on a été se mettre le plus loin possible de tout ce qu'on pouvait. Donc, vous voyez à quel point c'est important de limiter la pollution luminique si on veut continuer à faire de l'astronomie. Mais enfin, on voit donc cette Voie lactée qui, évidemment, était visible à l'œil nu à l'humanité depuis longtemps. Dans les années 1780, William Herschel a été le premier à essayer de faire une cartographie de la Voie lactée en disant « ça doit être composé d'étoiles, et je vais supposer qu'elle est composée d'étoiles qui ont toutes la même luminosité, et donc en comptant les luminosités que je vois, voilà la distribution que ça me donne. » Donc vous voyez là la première carte qui a été faite de la Voie lactée. Et ce qui est amusant, c'est qu'il voyait le Soleil ici, et puis voilà la Voie lactée. Alors, je vous avais montré la Voie lactée dans le visible. Peut-être que je devrais dire une chose de plus là-dessus, c'est-à-dire quand vous voyez la Voie lactée, là, toutes ces régions que vous voyez un peu laiteuses, pour ça que ça s'appelle la Voie lactée, en fait, c'est composé d'étoiles. Et vous savez peut-être que c'est Galilée, justement, celui dont nous célébrons 400 ans du premier télescope, qui était le premier à tourner un télescope vers la Voie lactée et qui s'est rendu compte que ces zones laiteuses, en fait, se décomposaient en des étoiles. Qu'en réalité, ce que nous voyons à l'œil nu, ce n'est que la somme d'étoiles, essentiellement, avec quelques nébuleuses, et puis vous voyez quelques régions obscures montrant qu'il y a du gaz, nous le savons maintenant, et de la poussière. Alors, quand on regarde dans l'infrarouge, et ça c'est une image prise par le satellite Spitzer, eh bien alors c'est tous ces nuages qui apparaissaient sombres tout à l'heure, au contraire qui brillent. Donc là vous voyez des étoiles et vous voyez des nuages. Donc là c'est vraiment des nuages, cette fois-ci ce n'est pas que la somme des étoiles.
C'est intéressant de regarder aussi comment se comparent les luminosités à des longueurs d'onde différentes. Donc là, vous voyez les régions du centre de notre galaxie, telles qu'elles ont été observées en haut par Spitzer. C'est la même chose que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, c'est une région vraiment complètement du centre. Quand on regarde dans l'infrarouge beaucoup plus proche, en fait, ce qu'on voit, c'est les régions les plus chaudes, donc près les plus chaudes de ces gaz froids, et puis quelques étoiles, en fait, qui sont des étoiles de faible masse. Et puis là, vous voyez dans les rayons X, parce que effectivement, mélangé aux étoiles normales, vous avez aussi des étoiles qui, par exemple, vous avez des binaires. Oh, pardon, sinon. Je savais que je n'arriverais pas avec ce truc-là. C'est peut-être pas une bonne idée d'essayer d'apprendre à m'en servir au milieu d'une conférence, je m'excuse. Donc, vous avez par exemple des binaires, des étoiles qui sont très très proches les unes des autres et qui crachent de la matière l'une sur l'autre. Et puis cette matière, elle tombe, elle se réchauffe très très fort, tellement fort qu'elle atteint des millions de degrés. Et là, du coup, c'est des rayons X qu'elle émet. Et donc, vous avez une émission de rayons X. Et vous avez des filaments. Ici, c'est une superposition donc, des trois images que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, vous voyez, très près du centre de la galaxie, cette région qui s'appelle Sagittaire A, dans laquelle il y a à la fois une source d'ondes radio très importante. C'est la première fois qu'on a détecté des ondes radio cosmiques. C'est celle qui était émise par le centre de la galaxie. Et puis, il y a également une source de rayons X qui, elle, ne brille pas tout le temps, qui va, qui vient. Et tout ceci est interprété depuis longtemps comme dénotant la présence possible d'un trou noir au centre de notre galaxie. Pourquoi un trou noir? Un trou noir, vous savez ce que c'est? C'est de la matière qui a été comprimée, au-delà, jusqu'à un point tellement fort que finalement, on a atteint la force de gravité est tellement importante que si quelque chose voulait en sortir, il faudrait qu'il parte à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et comme c'est impossible, eh bien, tout ce qui est dans le trou noir est vraiment attrapé là, y compris la lumière, plus rien ne peut en sortir. Et ces trous noirs exercent une attraction gravitationnelle très importante sur tout ce qui passe autour, et donc les choses tombent dessus. En tombant, elles ne tombent pas directement, elles tournent autour, les morceaux frottent les uns contre les autres, ça crée des grands réchauffements, ça crée aussi des champs magnétiques. Donc d'une part, vous avez des gaz chauds, incandescents, émissions de rayons X, des champs magnétiques qui créent des processus dans lesquels il y a des particules qui atteignent des vitesses absolument énormes, se mettent à aller presque jusqu'à la vitesse de la lumière, et ça crée d'autres phénomènes qui émettent même des rayons gamma. Donc, ça, c'est des choses qui ont été répertoriées autour de grands trous noirs au centre d'autres galaxies, mais depuis longtemps, on se doute qu'il y a aussi des émissions radio qui sont associées à ce type de phénomène, et donc on se doutait qu'il y avait un trou noir au centre de notre galaxie, mais jusqu'à récemment, on n'avait pas vraiment pu le démontrer. Maintenant, c'est devenu plus possible de le démontrer. Alors là, je prends une région encore plus petite, ça c'est encore une image infrarouge, d'une région toute petite autour du centre de notre galaxie. Et si je vous la montre, c'est parce que lorsque à l'ESO, il y a quelques années, l'ESO, c'est donc l'organisme que je dirigeais, qui a le fameux télescope qui s'appelle le VLT, avec des télescopes, 4 télescopes de 8 mètres. Alors, avec un télescope de 8 mètres, en principe, on a une très bonne résolution dans le ciel. Le problème, c'est que l'atmosphère trouble les images et nous empêche de vraiment voir les détails dans le ciel. Alors, les astronomes ont inventé une chose qui s'appelle optique adaptative, qui corrige les images de l'effet de la turbulence à l'aide de petits miroirs qui remuent très très vite et changent la forme, le front d'onde, disons, de la lumière qui arrive. Et lorsqu'on a installé le premier instrument d'optique adaptative au VLT, ça a permis à une équipe allemande de continuer un programme qu'ils faisaient déjà depuis quelque temps. Cette équipe se disait, on sait qu'il y a un objet massif au centre de notre galaxie, parce que quand on regarde les objets qui sont autour, on voit bien qu'ils tournent. Vous savez, de même que les planètes tournent autour de la Terre, vous avez un objet massif et les autres objets se mettent en orbite autour.
Et la façon de déterminer la masse de l'objet qui est au centre, c'est justement d'étudier les orbites. Alors vous mélangez Kepler et Newton, et lorsque vous connaissez une orbite, vous pouvez connaître la masse qui est au centre. Donc, il s'agissait de trouver quelques étoiles le plus proche possible du centre de la galaxie et de les suivre pendant des années pour suivre leur trajectoire. Donc, ils avaient déjà commencé à faire ça. Et puis, quand ils ont... C'était en 1992, quand ils ont pu avoir cet instrument d'optique adaptative. Alors là, vous voyez passer le temps et vous voyez donc le mouvement de ces étoiles qu'ils suivaient depuis le début. Puis maintenant, on va à la zone vraiment, vraiment centrale de la galaxie. Et là, il y avait une étoile qu'ils suivaient depuis longtemps. Et juste à ce moment-là, hop, elle a fait un petit tour. Donc, vous voyez cette étoile. Avant, il avait observé jusqu'ici. Quand ils ont mis l'optique adaptative, ils ont pu la retrouver là. Donc, ça veut dire qu'elle était passée de l'autre côté du foyer. Le foyer était donc là. Et on a pu se rendre compte qu'elle n'était passée qu'à 17 heures-lumière. Vous vous rendez compte qu'il y a une distance toute petite du foyer. Et que ça montrait aussi que la masse qui était au foyer était de l'ordre de 3 millions de fois la masse du Soleil. Et que cette masse était comprimée dans un volume qui doit être à l'intérieur de tout ça, qui doit être donc inférieur à 10 jours-lumière. Et ça, pour mettre une masse aussi grande dans un volume aussi petit, eh bien, les astronomes, on ne sait pas faire autrement qu'en mettant un trou noir. Donc, ça a été la démonstration qu'il y a bien un trou noir au centre de notre galaxie. Et aujourd'hui, les astronomes, nous pensons qu'il y a des trous noirs au centre de presque toutes, sinon toutes, les galaxies dans l'univers. Donc là, je vous montre de nouveau l'orbite de cette étoile qui a permis de faire cette détermination. Autour d'autres galaxies, là vous voyez une autre galaxie, on peut faire des choses similaires en suivant des mouvements cette fois-ci de nébuleuses, par exemple, autour des centres, et on peut déterminer les masses qui sont au centre. Et comme ça, on a déterminé aujourd'hui la masse des trous noirs au centre de beaucoup de galaxies. Enfin, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment démontrer que c'est un trou noir. On dit si c'est un trou noir, sa masse est de temps. Revenons à notre galaxie, la Voie lactée. Donc, ça y est, maintenant on sait qu'il y a un trou noir au centre. Par ailleurs, comment est-elle ? Eh bien, pour savoir comment elle est, on a utilisé essentiellement la radioastronomie et les observations de la lumière émise par cet hydrogène a permis de reconstituer la forme de notre galaxie. Et donc, voilà comment elle est. C'est une galaxie spirale et elle ressemble à des galaxies telles que celles que vous voyez ici. Oh, décidément. Non, mais écoute, c'est pas possible là. Voilà, c'est ce que je voulais, c'était ça, voilà. Et vous savez que dans le cas de notre galaxie, nous sommes à peu près aux 2/3 du rayon, nous sommes placés là. Donc vous voyez que Herschel s'était bien trompé quand il croyait qu'on était au centre. Lorsqu'on a réussi à faire la carte de notre galaxie, il y avait une espèce de nouvelle révolution copernicienne. On est tout à fait au bord. Et pourquoi est-ce que Herschel avait cru qu'on était au centre ? Eh bien justement, toujours à cause de cette poussière. Parce qu'effectivement, quand vous regardez vers le centre de la galaxie, eh bien, vous ne voyez pas ces régions-là dans le visible, parce qu'entre-temps, il y a toutes ces zones où il y a de la poussière qui absorbe tout. Donc en réalité, vous ne voyez que ça. Et donc c'est pour ça que vous avez l'impression que vous voyez la même chose un petit peu de part et d'autre. Une autre preuve de poussière dans les galaxies extérieures, c'est les galaxies que l'on voit sur la tranche. Et notre galaxie aussi, si on pouvait la voir sur la tranche, on la verrait comme ça. Et on s'aperçoit que, vous la voyez ici, une galaxie qui s'appelle la galaxie Sombrero, parce qu'évidemment, ça ressemble à un chapeau mexicain, vue sur la tranche, dans le visible, et là, c'est dans l'infrarouge. Là, c'est dans l'infrarouge moyen. Et donc, vous voyez que les galaxies sont en une espèce de grand disque central et puis un bulbe. Et c'est dans ce disque que l'on va... Ici, ça ne se voit pas tellement, on voit de la poussière, on ne se rend pas compte qu'elle est dans un disque. Mais là, on voit que c'est un disque et qu'il
c'est dans ce disque, en fait, que se trouve pratiquement tout le gaz et toute la poussière. Voilà une autre galaxie spirale. En fait, c'est notre plus proche voisine. C'est la galaxie d'Andromède, que vous avez peut-être, ceux d'entre vous qui sont amateurs, sûrement déjà vu à travers un télescope. Vous savez que cette galaxie d'Andromède va finir un jour par entrer en collision avec la Voie lactée, que donc nous serons très intimement mêlés à elle. Simplement, ça arrivera dans tellement longtemps que ni nous ni nos successeurs ne seront là. Voilà une autre galaxie spirale, la galaxie M83. Et vous voyez à droite un détail, vous voyez le petit carré qui est là, pour voir un peu plus en détail une région qui a été prise très récemment avec le nouveau instrument qui est mis, un des nouveaux instruments qui sont à bord du télescope spatial. Vous savez que Hubble a été réparé une énième fois récemment, et ça permet une série d'images absolument fantastiques. Et là, on voit des grosses étoiles qui se sont formées, mais vous voyez aussi qu'elles sont un petit peu comme nous disons, comme je disais tout à l'heure, comme des perles le long d'un collier. Donc, dans notre univers proche, en fait, il y a plusieurs types de galaxies. Je vous ai montré plusieurs galaxies spirales. Et dans les spirales, il y en a qui sont plus ou moins ouvertes, il y en a qui ont des barres au centre. Et puis, il y a aussi des galaxies qui sont plutôt sphéroïdales, et puis des galaxies qui sont complètement irrégulières, comme celle que vous voyez à droite, qui est l'une de nos très très proches voisines, un des nuages de Magellan. Donc, parmi ces galaxies que l'on pourrait classifier d'irrégulières ou de sphéroïdales, enfin celle-ci est difficile à classifier, vous en voyez des avec des formes vraiment bizarres, comme par exemple cette galaxie qui s'appelle Centaurus A, que vous voyez à gauche dans le visible et à droite dans des longueurs d'onde beaucoup plus longues au début de l'infrarouge. Et donc cette galaxie, vous voyez qu'on voit à la fois un disque et à la fois une sphère. Et nous pensons qu'elle résulte de la collision entre deux galaxies. Ils sont vraiment en train de se marier. Et au centre de cette galaxie, il y a des émissions très très fortes, comme je disais tout à l'heure, de rayons X, de rayons gamma, d'ondes radio, etc. Et donc, on pense qu'il y a un trou noir qui est au centre de cette galaxie et que le fait qu'il y ait cette collision fait qu'il y a beaucoup de mouvements de matière dans tous les sens et donc beaucoup de matière qui tombe sur le trou noir. Et c'est pour ça que ce trou noir donne lieu à des émissions qui sont très, très, très brillantes. Alors voici une autre galaxie, une galaxie irrégulière, celle de tout à l'heure, le grand nuage de Magellan, qu'on voit très facilement à l'œil nu dans le ciel dans l'hémisphère sud. Et vous voyez là aussi que si on la regarde dans l'infrarouge, on voit qu'elle se décompose en énormément de nuages. Et il y a une très active formation d'étoiles dans ce nuage de Magellan. Alors maintenant, nous allons revenir à Herschel. Que veut nous apporter Herschel ? Eh bien maintenant, si on va aux longueurs d'onde plus longues, c'est-à-dire les longueurs d'onde dans lesquelles on peut voir, encore une fois, la poussière plus froide dans ces galaxies, on a besoin de Herschel. Vous voyez à gauche, Spitzer avait des possibilités d'observation à 160 microns, ce que vous avez ici, mais il n'avait un télescope que de 85 cm de diamètre. Herschel avec 3,50 m et un instrument PAX beaucoup plus efficace et beaucoup mieux. Et donc vous voyez là une galaxie bien connue, les chiens de chasse, que vous avez peut-être déjà vu vous-même. Vous voyez deux galaxies, une petite galaxie qui tourne autour d'une grande galaxie spirale. Spitzer n'avait pas vraiment pu en faire la cartographie, et avec PAX, on peut la voir à 160 microns. On peut la voir aussi à 100 microns, 70 microns, et en comparant les images à diverses longueurs d'onde, où là elles sont toutes combinées, les astronomes peuvent en fait tirer des conclusions très importantes sur, encore une fois, où se forment des étoiles et des étoiles de quelle masse et à quel moment, etc., dans diverses régions dans cette galaxie. Donc en général, vous voyez qu'à partir de mesures de gaz et surtout de poussière froide dont on pourrait penser qu'elle est peu intéressante, eh bien ce qu'on peut mesurer en fait, c'est vraiment l'action dans ces galaxies, puisqu'on va mesurer la formation d'étoiles, qui est quand même une des choses les plus excitantes qui ont lieu.
Et puis l'autre chose qu'on pourra mesurer en partie, c'est justement aussi, je parlais de ces régions centrales, ces trous noirs. Les trous noirs, quand ils sont très actifs, c'est parce qu'ils reçoivent beaucoup de matière, donc il y a de nouveau beaucoup de gaz, et donc de nouveau, dans le visible, tout ne sort pas, et là aussi, dans l'infrarouge, on peut faire des observations très importantes. Bon, là, c'est un autre exemple de galaxie M74, observée à 160 microns et 250 microns. Alors, vous vous direz, ces images, après les belles images visibles que je vous ai montrées, ça n'a pas l'air très intéressant, mais il faut bien vous rendre compte que c'est vraiment la toute première fois, vraiment absolument la toute première fois, qu'on a l'image d'une galaxie spirale à cette longueur d'onde-là. Avant, c'était une espèce de pâté. Hein. Et voilà une autre galaxie vue à diverses longueurs d'onde. Et encore une fois, de la comparaison de tout ça, les astronomes pourront tirer des tas de conclusions. Alors, les galaxies, elles ne se traînent pas. Il y en a quelques-unes qui sont toutes seules, on les appelle des galaxies de champ, mais en général, elles ont tendance à se grouper dans des groupes, et parfois les groupes s'associent encore entre eux et font des amas de galaxies, et même parfois des super amas de galaxies. Donc là, je vous montre une image d'un amas de galaxies. Il y a une structure dans l'univers. Et comment faisons-nous pour étudier la structure dans l'univers? Pour ça, le problème, c'est que quand on regarde le ciel, on n'a que 2 dimensions. On voit tout comme si c'était simplement sur un grand plan. Et en fait, on voudrait avoir une 3e dimension, qui est savoir à quelle distance sont les objets qu'on regarde. Et on pourrait avoir des indications, parce que vous savez que quand on regarde, en fait, on ne voit pas les objets comme ils sont maintenant. On voit les objets comme ils étaient au moment où ils ont émis leur lumière. Donc en fait, quand vous regardez la Lune, vous la voyez comme elle était il y a 1 seconde. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez comme il était il y a 8 minutes. Quand vous regardez l'étoile la plus proche, c'est 4,2 ans. Quand vous regardez Andromède ou des galaxies qui ne sont pas trop loin, ça se compte en milliers d'années ou dizaines de milliers d'années. Et puis, non, pardon, excusez-moi, quand vous regardez dans notre galaxie, ça se compte en milliers d'années. Quand vous regardez Andromède ou des galaxies comme ça se compte en millions d'années, quelques millions d'années. Mais en fait, vous savez que les astronomes ont réussi à mesurer l'âge de l'univers, et que l'univers a 13,7 milliards d'années. Donc, si nous pouvions voir jusqu'aux confins de l'univers, nous verrions des choses comme elles étaient il y a 13,7 milliards d'années. Alors, comme nous, on veut toujours tout savoir, eh bien oui, on veut voir à toutes les distances possibles et imaginables. Et chaque fois, quand on voit près, on voit les choses aujourd'hui. Quand on voit à mi-chemin, on voit les choses comme elles étaient lorsque l'univers avait la moitié de son âge. Quand on voit très loin, on voit les choses comme elles étaient au début de l'univers. On a la chance, les astronomes, de pouvoir faire ça. C'est une espèce d'archéologie mais extrêmement fructueuse que nous pouvons faire. Et en particulier, il y a longtemps que nous savons regarder les étapes très très proches du début de l'univers grâce à la lumière fossile de l'explosion initiale du Big Bang qui se trouve partout dans le ciel. Et c'est l'image que vous voyez là en bas, et donc qui correspond à 13,6 milliards d'années. Donc là, nous voyons la structure de l'univers à 13,6 milliards d'années. Et en même temps que le satellite Herschel, il y a un autre satellite qui a été lancé qui s'appelle Planck, qui étudie justement cette structure avec beaucoup de détails. Et après, évidemment, les astronomes se demandent comment on est passé d'un univers qui, au début, était presque homogène, c'est-à-dire ceci est trompeur, parce qu'on a beaucoup exagéré les inhomogénéités. En fait, c'est homogène jusqu'à... Il faut descendre en dessous du millionième pour qu'il y ait des changements. Donc, si vous voulez, là, c'est les variations une fois qu'on est descendu en dessous du millionième. Et donc, l'univers a commencé presque complètement uniforme avec des petites variations, donc de l'ordre du millionième. Et c'est à partir de ça que tout l'univers est devenu ce qu'il est maintenant et que les étoiles, les galaxies se sont formées, que la vie est apparue et que nous sommes sur Terre. Et évidemment, les astronomes, nous voulons essayer de connaître toute cette histoire. Alors,
pourquoi on arrive à avoir une idée de la distance des objets qu'on regarde? Eh bien, c'est grâce à l'expansion de l'univers. En 1929, Edwin Hubble avait observé des galaxies encore relativement proches, telles qu'on pouvait observer à ce moment-là, et il avait utilisé le fait qu'en mesurant la vitesse d'une galaxie, on peut en tirer, qu'en mesurant des raies spectrales d'une galaxie, on peut en tirer la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous grâce à un effet qui s'appelle l'effet Doppler, qui fait que la fréquence de la lumière que nous recevons d'un objet est différente de la fréquence émise. Et la différence de ces fréquences nous donne la vitesse de l'objet par rapport à nous. Donc, grâce à ça, Edwin Hubble a pu découvrir que l'univers était en expansion et que donc les objets les plus lointains s'éloignent le plus rapidement. Donc, quand on peut mesurer la vitesse d'un objet par rapport à nous, on peut aussi finalement en tirer une distance. C'est ça qui nous permet d'étudier l'univers à 3 dimensions. Ici, je vous montre un petit voyage que l'on ferait partant du Soleil. Pour l'instant, on est dans notre galaxie. On a vu passer Orion. On voit passer des nébuleuses à l'intérieur de notre galaxie. On se déplace dans la Voie lactée. Et on va aller, nous sommes dans un amas de galaxies qui s'appelle l'amas local. Nous allons nous déplacer vers l'amas le plus proche, qui est l'amas de la Vierge, qui se trouve à 60 millions d'années-lumière. Alors là, on est toujours dans notre galaxie. Là, c'est la nébuleuse Rosetta. On continue à voyager. On s'éloigne. On s'éloigne. Et là, vous voyez, on sort de la Voie lactée, on commence à la voir comme un objet lointain. On commence à voir passer les petites galaxies autour de la Voie lactée. On s'en sort complètement. Et voilà notre Voie lactée qui s'éloigne. Maintenant, on voit les autres galaxies de notre amas, de l'amas local. Puis ensuite, on a une zone relativement vide. Bon, là, on est encore dans l'amas local. Quelques-unes de nos voisines. Et puis donc, entre des amas de galaxies, il y a des zones beaucoup plus vides, donc vous voyez de moins en moins denses, mais on voit au loin, voilà l'amas de la Vierge, énormément de galaxies, c'est un amas très riche, beaucoup plus riche que le nôtre. Et au centre de cet amas, il y a une galaxie qui a un trou noir très important en son centre, qui est une forte émettrice de ces rayonnements de haute énergie dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle M87. Et c'est là qu'on va aboutir. Voilà, donc on va vers le centre de l'amas de la Vierge. Et vous voyez, tout ça se fait. Voilà, on arrive vers le centre. OK. Donc ça, c'était pour avoir un petit voyage dans une zone, les deux noyaux, et on voit deux espèces de grandes antennes de gaz et d'étoiles qui se sont formées. Alors, lorsque nous avions... quand on regarde cette zone centrale dans le visible, ce qui est fait ici par exemple par le télescope Hubble, on voit qu'il y a des grandes zones très noires. On voit les deux noyaux des deux galaxies qui vont rentrer en coalescence. Mais ici, c'est tout noir. Quand on regarde dans le visible, et ça a été fait d'abord par ISO, et puis ici, vous le voyez par Irak, eh bien, on voit... Bon, je vais peut-être marquer, non, revenir dessus. Non, décidément, c'est pas ça que je fais.
on voit que la zone... Pardon, je vais revenir à la... Oh, décidément, je voulais mettre fin au diaporama. Et revenir... Voilà. On voit que dans l'infrarouge, la zone la plus brillante, en fait, se trouve ici, là où il y avait la zone la plus noire dans le visible. Et ça correspond à l'endroit où les deux galaxies sont rentrées en collision l'une contre l'autre. Et c'est effectivement là qu'il y a le plus d'action. C'est là que des étoiles se forment très rapidement. Et il fallait absolument aller dans l'infrarouge pour le voir. Alors, comment se fait-il que, à côté des deux zones centrales des galaxies, se sont formées ces deux grandes antennes? Alors, depuis longtemps, les astronomes font des simulations de collision entre deux galaxies, mais maintenant, on les fait évidemment de mieux en mieux. Les plus récentes sont les meilleures. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Deux rencontres entre deux galaxies spirales. Et donc, vous voyez que vous avez des effets de marée qui font que... Je vais la montrer de nouveau. Qui font qu'en même temps que vous avez des parties qui se rapprochent, il y a des effets de marée qui renvoient des parties à l'extérieur. Et donc, à la fin, vous avez la coalescence des deux noyaux et des bras qui se forment. Je vais vous montrer un autre exemple. Alors ici, ce qui est représenté, c'est en fait le gaz. Donc vous avez une galaxie, c'est la partie gazeuse de la galaxie qui est représentée ici, qui se promène tranquillement dans l'espace, et puis tout à coup, il y en a une autre qui fait éruption dans la même région. Et alors pareil, elles se mettent à échanger du gaz, et vous voyez que ça a un effet, d'une part, vous avez une partie du gaz qui du coup a tendance à aller vers l'extérieur, à former ses antennes, mais en fait dans les régions centrales, cette déstabilisation fait que le gaz se met à tomber vers le centre. Et donc, lorsque finalement les deux régions centrales entrent en coalescence, il va y avoir peut-être deux trous noirs, comme je disais tout à l'heure. Les deux trous noirs vont aussi entrer en coalescence. Ce n'était pas évident, mais enfin maintenant on a trouvé des raisons pour expliquer pourquoi. Et vous aurez tout ce gaz que vous avez déstabilisé qui tombe dedans, et ça fait que pendant quelque temps, votre trou noir il est aussi très actif, et vous avez une source active de rayonnement de haute énergie dans le centre. Donc toujours cette association entre collision de galaxies et il faut nourrir le trou noir et le rendre très actif. Pardon, non, je fais la suivante. Voilà. Alors, en fait, les galaxies infrarouges, elles avaient été découvertes par IRAS, le premier de ces satellites, en 1983. Et si je reviens là-dessus, c'est pour vous dire, là, je vous ai montré des galaxies dont je vous disais qu'elles étaient normales. Mais IRAS a découvert qu'il y avait aussi, et de façon complètement inattendue, des galaxies qui étaient extrêmement brillantes dans l'infrarouge. C'est-à-dire que, alors que pour la Voie lactée, la luminosité totale dans le visible est comparable à la luminosité totale dans l'infrarouge, IRAS a trouvé des galaxies qui émettaient 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de lumière dans l'infrarouge que dans le visible. Donc on a, de façon très peu originale, appelé ces galaxies des galaxies lumineuses dans l'infrarouge et puis des galaxies ultra-lumineuses dans l'infrarouge. Mais on trouvait que c'était des objets rares. IRAS, encore une fois, n'était pas très sensible, et donc nous voyions que celles qui étaient à peu près proches. Et donc, IRAS a dit, bon, ce sont des objets rares, mais intrinsèquement, chacun d'entre eux est aussi brillant, par exemple, que les quasars, donc ces objets dans lesquels vous avez un trou noir très massif et très brillant. Donc, on n'avait jamais pensé jusque-là qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus brillant que les quasars dans l'univers. Mais en fait, il n'était responsable que de 6% de l'émission infrarouge de l'univers local, de 2% de toute la lumière émise dans l'univers local. Et puis, quand on allait regarder de près ces objets, on voyait qu'ils étaient souvent associés à des fusions de galaxies, comme les exemples que je viens de vous montrer.
Alors, la lumière d'une galaxie, elle est émise à beaucoup de longueurs d'onde. Hein. Je vous ai parlé de visible, je vous ai parlé d'infrarouge. En fait, si vous n'aviez que les étoiles, je vous représente ici l'intensité de la lumière à diverses longueurs d'onde. Donc là, vous avez le visible, et puis là, vous allez aller vers... Là, vous avez l'ultraviolet, et là, vous allez aller vers l'infrarouge, et puis le submillimétrique, toutes les longueurs d'onde dont je suis en train de parler. Donc, s'il n'y avait que les étoiles, c'est comme ça que la lumière serait distribuée, avec un fort pic dans l'ultraviolet, parce que les étoiles les plus massives sont les plus brillantes de loin, et du coup, elles dominent, et elles émettent surtout dans l'ultraviolet. Maintenant, si vous mettez de la poussière absorbe une grande partie de cette lumière, et elle la pousse vers des plus grandes longueurs d'onde. Ce qui fait que quand vous observez une galaxie qui a beaucoup de poussière, eh bien, au lieu d'avoir un spectre comme ça, elle a son spectre comme ça, et donc vous voyez, il reste encore un peu de lumière dans le visible, mais une grande partie de la lumière est déportée vers l'infrarouge. Et donc ces galaxies lumineuses dans l'infrarouge et ultralumineuses dans l'infrarouge, c'est bien simplement des galaxies dans lesquelles, à la fois, vous avez déjà beaucoup de formation d'étoiles pour qu'il y ait beaucoup de luminosité, et puis en plus, cette luminosité, elle apparaît dans l'infrarouge, avec un pic, vous voyez, autour de 150 microns. Donc ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, parce que vous avez un petit cartoon autour de mon petite histoire de tout à l'heure. Vous avez deux galaxies spirales qui vont entrer en fusion. Alors, il va y avoir le gaz qui va être déstabilisé. Ces chocs contre le gaz, ça fait des flambées de formation d'étoiles. En même temps, deux gaz déstabilisés qui tombent sur le centre, ça fait un noyau actif. Et puis quand on a ce noyau actif, ce trou noir, à la fin, le trou noir émet tellement qu'il ne laisse plus que du gaz tombe dessus. Disons, l'émission du gaz chaud autour du trou noir empêche le reste du gaz de tomber. Donc ça s'arrête. Et puis quand le combustible est épuisé, votre galaxie, au lieu de deux belles galaxies spirales, vous avez une galaxie ronde, c'est ces galaxies elliptiques, comme je vous en ai montré quelques-unes tout à l'heure. Donc cette espèce de transformation morphologique des galaxies. Il y a un autre satellite qui vole en ce moment qui s'appelle Fermi. Alors lui, il mesure des émissions de très très haute énergie, des rayons gamma. Et ici, vous voyez le... Oh, c'est pas vrai, j'ai encore fait. Ce truc-là, je ne vais plus jamais m'en servir. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc, je vous demande de regarder le temps. Là, vous voyez le temps qui change. 23 août, 2020. Donc, nous sommes à l'échelle de la journée. Donc, quand on regarde le ciel gamma, bon, évidemment, il y a des fluctuations dans les observations que l'on fait. Donc, toutes les fluctuations que vous voyez dans le bleu et le noir, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est les sources. Et vous voyez que vous avez quelques sources de rayons gamma qui sont toujours là, comme Geminga ou le crabe, quelque part par là. Et par contre, vous en avez d'autres qui apparaissent et disparaissent comme ça en quelques jours, quelques mois. Et ça, c'est justement des quasars, c'est ces grands trous noirs dans lesquels il y a des phénomènes de haute énergie. Et ça fait des émissions qui sont très sporadiques. Donc ça, c'est aussi pour vous montrer que l'univers, en fait, ce n'est pas la grande chose immuable à laquelle on pensait, c'est quelque chose que l'on peut observer parfois vraiment en temps réel. Et on voit d'ailleurs que ces sources très variables sont souvent associées à des jets d'émissions d'ondes radio. Et effectivement, on pense que ces émissions et de rayons gamma et d'ondes radio venant des trous noirs viennent sous la... Enfin, on pense, on voit, on observe, viennent sous la forme de jets. Ce n'est pas répandu partout, mais dans deux directions particulières. Donc, je pense que je vais passer sur ça. Alors, avec IRAS, on savait qu'il existait des galaxies lumineuses dans l'infrarouge dans l'univers proche, mais on a voulu savoir est-ce qu'il en existe aussi dans l'univers plus lointain. Et pour ça, il fallait pouvoir observer avec une sensibilité plus forte qu'IRAS. Alors ça, on a pu le faire avec le satellite ISO, qui, aux longueurs d'onde dans l'infrarouge moyen, avait une sensibilité 100 à 1000 fois supérieure à celle d'IRAS. Et du coup, on pouvait atteindre, pas toute l'histoire de l'univers, mais on pouvait aller à peu près jusqu'à la moitié de la vie de l'univers actuel. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un petit bout dans le ciel, et puis
on compte tout ce qu'il y a dedans. En fait, c'est une chose qui avait été initiée par toujours le télescope Hubble. Hubble, le directeur de Hubble, avait décidé, on va prendre un petit bout de ciel et on va pointer le télescope Hubble, l'instrument le plus sensible du monde dans le visible, dessus, un endroit où jusqu'ici on ne voyait rien, et on va voir en intégrant, qu'est-ce qu'on finit par voir, par faire sortir. Alors là, je vous représente la Lune. Et vous voyez le petit cercle rouge, ça c'est la surface du Hubble Deep Field. Donc c'était une zone toute petite dans le ciel. Et voilà la carte que ça a donnée. Donc vous voyez, on a découvert des milliers de galaxies dans cette petite région du ciel, le Hubble Deep Field. Alors ces galaxies ont intéressé énormément les astronomes. Elles ont été étudiées à toutes les longueurs d'onde. Parce que vous savez, à toutes les longueurs d'onde, il se passe des choses intéressantes. Donc on a regardé ce qui se passait aux ondes radio, ce qui se passait dans le visible, dans l'infrarouge, etc. Et ça a permis aussi de voir que beaucoup de ces galaxies étaient proches, mais quelques-unes étaient lointaines, et quelques-unes étaient même très lointaines. Donc après, quand on... Non, je vais peut-être m'en rester à l'antérieur encore une fois. Donc après, lorsqu'on a eu accès au satellite ISO, il a été possible d'aller regarder aussi le Hubble Deep Field. Et là, on a trouvé que de toutes ces galaxies qui étaient là, il y en avait un petit nombre qui était aussi visible pour ISOCAM. Et en fait, ce n'était pas essentiellement que les galaxies les plus proches. On voyait que lorsqu'on s'éloignait, même qu'on allait jusqu'à à peu près la moitié de l'âge de l'univers, et on en voyait finalement de plus en plus. Et donc, ça a permis de décompter le nombre de galaxies lumineuses dans l'infrarouge qu'il y avait dans l'univers par le passé. Et on a trouvé que, comparé à un volume actuel, il y en avait énormément plus, mettons 70 fois plus. Vous prenez un volume de l'univers actuel, vous demandez combien de galaxies lumineuses dans l'infrarouge il y a, puis vous prenez le même volume dans l'univers quand il avait la moitié de son âge, et bien il y en avait 70 fois plus. Vraiment beaucoup plus. Et donc, ce que ça montre, c'est que l'univers était beaucoup plus actif, la formation d'étoiles était beaucoup plus active dans l'univers quand l'univers avait la moitié de son âge. Et que maintenant, ces galaxies lumineuses dans l'infrarouge, elles contiennent une petite partie en fait de la formation d'étoiles qui a lieu en ce moment. La plupart de la formation d'étoiles se passe dans des galaxies comme la nôtre, pas beaucoup, quelques masses solaires par an, mais beaucoup de galaxies qui font ça. Quand l'univers avait la moitié de son âge, et bien finalement, toutes les galaxies spirales avaient, surtout toutes les grosses comme la nôtre, ou même un peu plus petites que la nôtre, avaient des taux de formation d'étoiles beaucoup plus importants qui se comptaient par dizaines, centaines, voire milliers de masses du Soleil par an en nouvelles étoiles. Et donc la grande activité de formation d'étoiles dans l'univers a commencé à cette période-là, et puis ensuite, avec Spitzer, on a pu remonter encore plus loin dans le temps et on a trouvé que ça continue à augmenter pendant quelque temps. Et puis ensuite, là, on tombe dans des temps très éloignés pour lesquels on n'a pas encore toutes les données. Donc, vous voyez que comme ça, on a pu reconstituer un peu l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers. Alors, avec Hubble, le directeur suivant n'a pas voulu faire moins que l'antérieur, alors il a pris une zone encore plus petite, mais il est resté encore 10 fois plus longtemps. Donc là, vous voyez un voyage dans le temps, et alors là, il a réussi à observer quelques galaxies dont l'âge était supérieur ou de l'ordre de 13 milliards d'années, c'est-à-dire presque toute la vie de l'univers. Donc vous voyez, là on est en train de faire un voyage dans le temps, on a vu passer les galaxies proches, on verra des galaxies de plus en plus lointaines. Alors, s'il y en a de moins en moins, ce n'est pas parce qu'intrinsèquement il y en a de moins en moins, mais parce que plus on va loin, plus on ne voit que les plus brillantes. Vous voyez, on écrème. Et donc, quand on va très très loin, on ne voit vraiment que les plus brillantes des très très lointaines. Donc, on en voit peu, mais on en voit quand même quelques-unes. Et on a réussi donc à voir des galaxies qui sont presque aussi vieilles que l'univers. Bon, alors évidemment, après Hubble, on a voulu faire des choses similaires sur des champs plus grands. Là, vous voyez par exemple les champs Goods, qui tous ensemble couvraient
on a fait plusieurs champs dans le ciel dont on a fait la somme, et tous ensemble, ça faisait une surface équivalente à celle de la Lune. Et voilà, par exemple, les galaxies infrarouges détectées dans le champ de Goods par Spitzer. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Le petit carreau, là, représente le champ de Hubble, le champ du Hubble Deep Field, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, et ça, c'est un des champs de Goods, et il y en a 4. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir vraiment des statistiques. Et on a pu donc démontrer, comme je viens de vous le dire, que la formation d'étoiles était beaucoup plus active par le passé. Et maintenant, les astronomes prennent un champ encore beaucoup plus grand, de 1,4 degrés de côté, Cosmos, et maintenant les résultats sortent avec vraiment beaucoup de statistiques pour étudier ce genre de problème. Voilà. Alors, je vous ai dit que une des choses qui fait avoir beaucoup de formations d'étoiles dans une galaxie, c'est la collision avec une autre galaxie. Mais si ça avait été le cas, on aurait dû trouver que ces galaxies plus lointaines que l'on voyait ultralumineuses dans l'infrarouge étaient aussi des galaxies qui venaient d'avoir une collision. C'est ce qu'on a vu sur les proches. Et bien sur les lointaines, on n'a pas vu ça. On a vu qu'il y avait beaucoup de galaxies très brillantes, faisant beaucoup d'étoiles, mais qui n'étaient pas complètement déformées par une collision avec une autre galaxie. Donc il doit y avoir un autre phénomène. Et en fait, depuis très récemment, on s'est dit que vous avez vu qu'il y a des espaces très vastes entre les galaxies. Vous avez vu le grand voyage qu'il nous a fallu faire pour aller jusqu'à l'amas de la Vierge, l'amas suivant. Et toutes ces régions, de nouveau, ne sont pas vides. Là aussi, il y a des gaz, même s'ils sont encore moins denses, mais évidemment sur des volumes énormes. Et ils sont aussi encore plus froids, encore plus éloignés de choses qui puissent les refroidir. Eh bien, ces gaz-là aussi vont sentir une attraction gravitationnelle, vont être déstabilisés et peuvent tomber vers les galaxies et former ce qu'on appelle des courants froids. Et là, vous avez un exemple, une représentation, hein, ça, ce n'est pas une observation, ça, c'est le résultat de calculs pour montrer que vous pouvez avoir une galaxie qui est au centre, qui est devenue suffisamment massive pour déstabiliser les gaz autour et eux, à leur tour, déstabiliser des gaz encore plus loin, et finalement, il se forme des courants froids de gaz venant de très loin et qui se mettent à tomber sur la galaxie. Et l'arrivée de ce nouveau gaz entraîne de la formation d'étoiles. Donc, vous avez un autre phénomène qui joue un rôle important dans la formation d'étoiles dans les galaxies, et encore plus par le passé que maintenant. Alors, vous avez peut-être entendu parler du fait que notre univers, je vous montre toutes ces galaxies, tout ça, je vous montre le gaz interstellaire. Tout ça est fait d'atomes, de matière, comme la matière dont nous sommes nous-mêmes composés. Mais vous savez que cette matière ne fait que 4% du contenu matière et d'énergie de l'univers, que 23% c'est une matière que nous appelons matière noire, qui est une matière qui exerce aussi la gravité, comme notre matière à nous, mais dont nous ne savons pas vraiment de quoi elle est faite, et que 73% est fait de quelque chose dont nous ignorons complètement ce que c'est et que nous appelons l'énergie noire, dont l'effet est de faire que les galaxies s'éloignent les unes des autres, en fait, de plus en plus rapidement dans les périodes actuelles de l'univers. Donc, si l'on veut essayer de comprendre comment l'univers est passé, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis comme il était juste après le Big Bang, ces images que je vous ai montrées là, jusqu'à l'univers que nous avons maintenant, il faut commencer avec un univers dans lequel on va mettre de la matière comme la nôtre, 4%, de la matière noire, dont nous savons qu'elle exerce aussi de la gravité, mais nous supposons que par contre elle interagit de façon différente que notre matière, 23%, et puis en plus cette force qui est comme une espèce d'antigravité qui pousse plutôt la matière à s'éloigner, les différentes parties de la matière s'éloigner les unes des autres pour 73%. Et avec ça, les gens font des modèles et ils trouvent que, à partir de cet univers initial dans lequel, je vous ai dit, il n'y avait que des faibles petits changements de densité, il fallait descendre en dessous du millionième pour voir quelque chose qui n'était pas homogène, on arrive, après 1 milliard d'années, à un univers dans lequel la matière est distribuée dans des filaments. Et ce qui est représenté ici, c'est la matière noire. Comme la matière noire est dominante, ça, ce n'est pas des observations, hein, c'est des
des calculs, c'est le résultat de simulations. Et donc, on trouve que à partir de ceci, on ne fait pas une espèce d'univers qui serait homogène, comme on dirait, comme les cerises dans un gâteau ou les raisins secs dans un pudding, mais une espèce de, encore une fois, de vaste macramé. C'est pas ça que je veux, moi. Là, de macramé cosmique. Et l'inhomogénéité ne fait qu'augmenter, donc à 1 milliard d'années, c'est comme ça. À 3 milliards d'années, vous voyez, c'est comme ça. Et les régions dans lesquelles il y avait déjà un peu de densité se remplissent de plus en plus et deviennent de plus en plus denses et vont devenir les amas de galaxies. Et c'est là que vont se réunir de nombreuses galaxies. Et puis maintenant, donc, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, nous vivons dans un univers qui est une espèce d'énorme toile d'araignée. Là, on va faire un voyage virtuel dans cet univers actuel, qui est une simulation Millennium, et nous allons aller vers un amas de galaxies. Donc ça, ce n'est pas dans le temps, là, c'est dans l'espace. Donc si vous pouviez voyager dans l'espace, vous verriez passer quelques galaxies qui se baladent dans les espaces, mais sinon, presque tout est rassemblé dans des vastes filaments. Et dans les nœuds des filaments, c'est là que vous aurez les zones les plus denses, avec des nombreuses galaxies et donc des amas de galaxies. Et tout ceci résulte en fait de cette structure initiale, de cette petite fluctuation initiale de l'univers il y a 13,6 milliards d'années. Donc là, on va arriver. Donc vous voyez, tout à l'heure, on était parti depuis une autre galaxie pour aller dans un amas, et là, on est parti tout simplement à travers le vaste univers vers un amas de galaxies certainement beaucoup plus éloigné. Voilà. Je ne sais plus combien ça dure encore. Et voilà. On y arrive. Et voilà. OK. Alors, pour revenir à l'histoire de la formation des galaxies, donc maintenant, on va essayer de voir comment s'est formée notre propre galaxie, la Voie lactée, au milieu de toutes ces choses qui se passent. Donc, elle a reçu à la fois du gaz de courant froid, elle a eu des collisions, elle a accrété des tas de petites galaxies. Vous savez qu'il y a une mission qui s'appelle Gaïa, qui va voler dans quelque temps, qui va pouvoir essayer de retrouver dans notre galaxie les petits morceaux, les restes d'autres petites galaxies qui lui sont tombées dessus à diverses époques, et essayer de reconstituer l'histoire de notre galaxie. Alors, je vais vous montrer un exemple de l'histoire de notre galaxie. C'est deux petits films, c'est deux points de vue différents de la même histoire. Alors, c'est mesuré en Z, c'est le décalage vers le rouge. Donc, vous voyez la galaxie qui se balade et qui rencontre des petites galaxies. Il y en a beaucoup plus au début, il y en a de moins en moins. Et alors Z égale 0, c'est maintenant. Voilà. Donc voilà comment elle est avec les nuages de Magellan qui sont à côté. Donc c'est quelque chose dans ce genre qui est arrivé à notre galaxie. Je vais vous montrer le même film vu sous un angle différent. Donc là, c'est tout à fait au début de l'univers. Cette fois-ci, c'est vu de face. Donc là, ce n'est pas une rencontre avec une autre grosse galaxie qui rentrait tout le système sphérique, mais c'est une rencontre avec beaucoup de petites galaxies, ce qu'on appelait à un certain moment le cannibalisme des galaxies. Et puis voilà, et on arrive à la Voie lactée telle qu'elle est maintenant. Donc, je voulais dire, Herschel et Planck ont été lancés, et Planck observera le fond du ciel et aussi donnera des données supplémentaires sur les galaxies dans l'infrarouge.
Ça, c'est en représentant les domaines de longueur d'onde. Et donc là, vous voyez les domaines, je ne me souviens plus là, de Herschel et Planck. Et ici, vous avez ce que pouvait faire Spitzer. Il y a quand même des observations qui peuvent être faites du sol. Et l'avantage, c'est qu'au sol, alors on peut obtenir encore meilleure résolution dans le ciel, parce qu'on peut faire appel à des instruments plus importants ou encore à des interféromètres. Donc, je vous parlais de résolution angulaire. Ça, c'est le champ de Hubble. Vous voyez dans le visible, Hubble a vu tous ces détails. Et bien maintenant, si vous prenez Herschel, les instruments d'Herschel, voilà la résolution angulaire à 75 microns. Comme je vous l'ai dit, plus la longueur d'onde grandit, moins la résolution angulaire est bonne. Donc vous voyez que, par exemple, à 520 microns, eh bien, dans un cercle comme ça, il y a plein de galaxies. Donc c'est évident que Herschel ne pourra pas détecter ces galaxies de façon individuelle. Donc, vous trouvez des détails, je ne sais pas, même en 170 microns, trouver des détails de galaxies qui sont un peu éloignées. Donc, pour en savoir plus, il nous faut quand même un instrument au sol. Et c'est ce que les astronomes vont tenter avec le projet ALMA. Alors, ALMA, c'est un interféromètre. Ce sera 66 antennes qui observent avec des méthodes de radioastronomie dans les longueurs d'onde du submillimétrique. Et cette lumière-là, justement, si on allait la faire dans l'espace, c'est aussi pour ne pas être perturbé par le fait que l'atmosphère absorbe ces rayonnements. Mais une autre façon de faire, c'est d'avoir le moins d'atmosphère possible et surtout le moins de vapeur d'eau possible, parce que c'est la vapeur d'eau qui absorbe. Donc on est allé chercher, et on a trouvé ça au Chili, dans le désert de l'Atacama, un plateau avec une altitude de 5000 mètres dans une région extrêmement, extrêmement sèche. Et donc là, ça devient possible de faire des observations à ces longueurs d'onde-là. Alors ce ne sera pas tout le temps, ce sera que les meilleurs moments, quand il y a le moins d'humidité, etc. Mais par contre, là, sur un plateau, on peut mettre 66 antennes, donc vous voyez que la surface qui peut attraper la lumière est énormément plus grande que les antennes font chacune 12 mètres, comparé aux 3,50 mètres de l'antenne d'Herschel. Et en plus, la résolution que l'on obtient dans le ciel avec interféromètre, elle est celle que l'on obtiendrait avec un télescope dont la taille serait la séparation entre les antennes les plus éloignées. Et c'est pour ça qu'on a pris un plateau dans lequel on peut séparer les antennes jusqu'à peu près 13 km. Donc vous vous rendez compte qu'on aura une résolution formidable dans le ciel. Et donc ces objets qui sont certains des objets découverts par Herschel et puis d'autres découverts directement par ALMA, on pourra aller en étudier les détails avec ALMA. Donc c'est un projet mondial qui est en construction et qui devrait commencer à fonctionner autour de 2012. Alors, une chose, c'est la dernière chose que je vais vous raconter là, une chose amusante, c'est que ces galaxies, je vous avais montré, ces galaxies lumineuses dans l'infrarouge, qu'elles ont un spectre avec un grand maximum qui, pour les galaxies proches, tombe autour de 100 microns, 150 microns. Ces longueurs d'onde où, justement, ces maximums-là, on attendait Herschel pour pouvoir commencer à les mesurer. Jusque-là, on les devinait un peu pour les autres galaxies. Quand les galaxies s'éloignent, elles s'éloignent aussi de nous à grande vitesse et du coup, la fréquence de leur lumière est changée et elle va vers des longueurs d'onde plus longues. Donc, si vous voulez, la même galaxie, si elle était plus loin, on la verrait comme ça. Si elle était très, très, très loin, tout à fait au début de l'univers, eh bien, on la verrait là. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que vous voyez que toutes ces courbes se croisent. C'est-à-dire qu'à des longueurs d'onde qui sont ici, on voit avec la même luminosité une galaxie qui est proche et une galaxie qui est tout à fait à l'autre bout de l'univers. Alors après ça, il faudra aussi évidemment pouvoir mesurer sa distance. Mais ça veut dire qu'il devient tout à fait faisable de détecter des galaxies de tous âges, et donc, enfin de toute distance et donc de tous âges, et de voir comment ce type de galaxies très lumineuses dans l'infrarouge ont changé dans la vie de l'univers. Donc c'est au point que, si je vous montre encore une fois le Hubble Deep Field, je sépare entre les galaxies dont l'âge correspond aux premiers 2 tiers de la vie de l'univers et celles dont l'âge correspond
au premier tiers de la vie de l'univers, eh bien, vous voyez que dans le Hubble Deep Field, presque tout était dans les derniers 2 tiers. Il y en avait un petit peu dans le premier tiers. Si maintenant, plus tard, quand nous pourrons faire ça avec ALMA, eh bien, nous trouverons que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, dans les galaxies proches, on en verra peu, puis dans les galaxies lointaines, on en verra des tonnes. Parce qu'évidemment, plus on va loin, et plus on voit un grand volume, et donc plus on voit de galaxies. Et donc, vous voyez que ce sera l'outil pour aller chercher des galaxies très lointaines et faire toute l'archéologie des galaxies. Je crois que je m'arrête là. Fin. Voilà. Merci infiniment, Catherine Cesarski. Et si vous avez encore un petit peu de courage maintenant, on va laisser des micros à la disposition du public parce que je pense que vous allez avoir droit à quelques questions, si vous en êtes d'accord. Bien sûr. Simplement, je voulais dire, en attendant, je passe en background cette image qui a été faite ici à Saclay. C'est une simulation du même genre que je vous ai montré, mais comme c'est un film plus long, je l'ai laissé pour la fin pendant qu'on discute. Et là, c'est encore un voyage dans le macramé cosmique, la grande toile d'araignée dans laquelle notre galaxie, notre amas local, nous-mêmes sommes. Et là, c'est avec une bien meilleure résolution. C'est un volume beaucoup plus grand de l'univers qui a été calculé ici au service d'astrophysique. Voilà. Vous avez parlé dans votre conférence d'une collision inéluctable avec la Voie lactée. Elle est pour quand ? La Voie lactée avec la galaxie d'Andromède. Je ne me rappelle plus combien de temps. Vous aviez dit qu'on aurait le temps. Hein. Ah oui, non, de toute façon, c'est bien après. Vous savez que parmi les nombreuses choses qui vont nous arriver, d'abord, évidemment, la fin de l'humanité est très prochaine, compte tenu de toutes les bêtises que nous faisons, mais enfin, ça, c'est autre chose. Vous avez le Soleil qui est à mi-parcours et qui va donc venir englober la Terre dans à peu près 5 milliards d'années. Donc la collision entre la Voie lactée et Andromède, ce sera bien après. Donc de toute façon, mais il restera quelques-uns de nos atomes pour vivre ça. Alors vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle ou dans la salle du bas pour Madame Cesarski? Oui. Ici et ensuite ici. Juste petit essai de son avec la salle du bas. Est-ce qu'on nous entend en bas? Oui, on vous entend très bien. Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette intéressante conférence. Plus fort, s'il vous plaît, qu'on Oui, entende. je vais parler un peu plus fort. Oui, on dit qu'on est dans un monde en expansion, et à l'instant, vous nous dites que si on regarde n'importe quel astre, on s'éloigne, et on va rentrer en collision avec Andromède. Donc là, on n'est pas en expansion vis-à-vis d'Andromède. Exactement. Il faut bien se rendre compte que l'expansion de l'univers, c'est à des grandes échelles. Et donc, toutes les galaxies ont une vitesse propre à l'intérieur de cet univers en expansion. Et donc, ce n'est pas parce que l'univers est en expansion que, par exemple, les galaxies ne peuvent pas avoir des collisions entre elles. En particulier, les galaxies ont de l'influence les unes sur les autres, vous l'avez vu. Alors, justement parce que l'univers est en expansion, quand l'univers était jeune, les galaxies étaient plus proches les unes des autres qu'elles ne le sont maintenant, et donc les collisions étaient beaucoup plus fréquentes. Maintenant, malgré tout, en moyenne, elles se sont éloignées, mais ceci dit, vous avez vu qu'elles ont eu tendance à s'assembler dans ce vaste macramé qui s'est formé dans les régions les plus denses. Donc, même si le grand espace a augmenté, les galaxies, elles, ont continué à plutôt vouloir se mettre ensemble. Donc, vous avez une combinaison de ces deux choses qui font que, si bien les collisions étaient plus fréquentes avant, elles peuvent continuer à être fréquentes, alors que l'ensemble de l'univers est en expansion. Une question ici. Oui, une question en bas, oui. Oui, quel est l'âge moyen d'une galaxie? Et puis une deuxième question, au début de l'univers, enfin au premier tiers, disons, les étoiles étaient-ils plus grosses que celles de maintenant? Alors, et la deuxième question, l'âge moyen d'une galaxie,
Vous voulez dire les galaxies qu'il y a maintenant? Eh bien, une galaxie comme la Voie lactée a à peu près les 2/3 de l'âge de l'univers, à peu près 10 milliards d'années. Mais il y a des galaxies qui se sont formées plus tôt. Alors, encore une fois, nous les voyons comme elles étaient à ce moment-là. Nous ne savons pas exactement comment elles sont maintenant, mais nous trouvons des galaxies dont, d'après les étoiles qu'elles contiennent, etc., nous pouvons juger qu'elles ont à peu près l'âge de l'univers, mais que nous voyons comme elles sont maintenant. Donc, cette fois-ci, c'est en constatant, par exemple, l'âge des étoiles qu'elles contiennent, parce que les étoiles petites ont des temps de vie qui sont comparables ou même plus longs que l'âge de l'univers. Petites étoiles, grosses étoiles, pour qu'on comprenne bien, le Soleil, c'est une petite étoile, une Le grosse Soleil, étoile. je dirais que c'est une étoile moyenne. Alors les grosses, celles qui vivent très peu de temps, qui ionisent tout et tout, elles font au-dessus de 8-10 fois la masse du Soleil. Et les petites étoiles qui vivent plus longtemps que l'univers actuel, elles sont inférieures au Soleil. Plus longtemps que l'univers actuel? Oui, c'est-à-dire que même si elles ont une petite étoile de masse 1/10 de la masse du Soleil, qui a été formée au début de l'univers, elle est toujours là, presque inchangée. Elles évoluent très très lentement. Question dans la salle du bas. Monsieur au milieu de la attendez, salle. non, il y avait une question. deuxième question. Oui, Alors la pardon. deuxième question, elle était très sûre, est-ce que les premières étoiles étaient plus grosses ou moins grosses que les actuelles? C'est une excellente question à laquelle les astronomes aimeraient beaucoup répondre. C'est une question qui est extrêmement débattue. Alors, les théories en cours actuellement, c'est que les premières étoiles étaient très grosses. Je parlais là d'étoiles de 10 fois la masse du Soleil, on disait peut-être même 100, peut-être 1000, peut-être qu'on a formé une première génération d'étoiles très très grosses de 1000 fois la masse du Soleil, qui ont donc évolué extrêmement vite, laissant à la place à des trous noirs, et puis ces trous noirs ont peut-être servi de centre des futures galaxies, et c'est peut-être à partir de là que se sont formés les trous noirs qui sont les centres des galaxies. Alors d'autres gens vous diront des choses très différentes, et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, que justement, on n'a pas encore d'observations qui nous permettent de répondre à cette question. Christophe, une question au milieu de la salle, là, s'il vous plaît. En haut, monsieur qui lève désespérément le doigt depuis le début. Oui, vous avez donné l'âge de l'univers, ça a été calculé. Le 13,7 milliards d'années. 13 milliards d'années, est-ce que ça veut dire que l'univers est fini? Non, ça ne veut pas dire que l'univers est fini. Ce qui est fini, c'est l'univers observable. Parce que nous ne pouvons voir... Bon, alors d'abord, ce n'est pas un âge qui est calculé. On peut dire que c'est un âge qui est observé. Alors, il y a diverses méthodes pour arriver à cet âge, et en fait, il faut en général le recouper. Et ce n'est que récemment, en utilisant à la fois justement la relique de la lumière du Big Bang et même la répartition donc, de la matière dans ce Big Bang initial, plus récemment aussi les explosions de supernovae qu'on utilise comme chandelles, etc. En recoupant divers types d'observations, la structure elle-même de l'univers, qu'on arrive à cet âge de l'univers que l'on considère aujourd'hui bien déterminé. 13,7 milliards d'années. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est fini, c'est ce que nous pouvons observer. Parce que, prenez un objet qui émet de la lumière, qui met 13,7 milliards d'années à nous arriver. Au-delà de cet objet, nous ne pouvons pas voir. Parce que la lumière qui vient d'au-delà de cet objet, elle n'est pas encore arrivée. Donc, nous ne pouvons pas dire s'il y a encore de l'univers au-delà de cet objet. Nous disons qu'il y a un horizon. Il y a un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Alors, les astronomes travaillent plutôt sur l'hypothèse que l'univers est infini et, en moyenne, à très large échelle, uniforme, ce qu'on appelle l'hypothèse cosmologique. Mais ce n'est qu'une hypothèse. C'est très difficile de montrer ou pas que l'univers est fini ou infini. Alors, il y a des astronomes qui travaillent sur des idées de... On peut avoir un univers dans lequel on ne voit jamais le bout, mais qui n'est pas... infini. Par exemple, la surface d'une sphère. Vous pouvez vous déplacer sur la surface d'une sphère et vous n'en voyez jamais le bout et pourtant c'est fini. Donc on peut imaginer des géométries de ce type et à ce moment-là, on aurait un univers fini et on tirait les conclusions sur ce que ça ferait sur les luminosités du Big Bang que Planck va mesurer. Donc c'est possible que
des résultats de Planck sortent conforter une théorie de ce type. Voilà. Alors une question devant, si vous... Ah non, au fond. Merci. Est-ce qu'on a une idée de la répartition dans la matière atomique entre ce qui est dans les trous noirs, ce qui est dans les étoiles, entre guillemets, et ce qui est dans la poussière? Comme répartition, je ne sais pas, 50-50, enfin 50-48-2 ou quelque chose comme ça? Dans la poussière, très très peu, parce que j'ai dit que dans la poussière, il y avait 1% de ce qu'il y a dans le gaz interstellaire. Et dans notre galaxie, par exemple, dans le gaz interstellaire, il y a 10% de ce qu'il y a dans les étoiles. Pour prendre notre galaxie. Alors évidemment, ce n'est pas identique d'une galaxie à une autre, mais ça vous donne les ordres de grandeur. Donc dans la poussière, très très peu de matière. Alors après, dans les trous noirs. Alors là, dans la matière, quand je vous ai dit, il y a 4% de matière qui est comme la nôtre. Ça sort aussi de diverses méthodes, telles que les abondances de certains éléments primordiaux. C'est un peu compliqué à expliquer, là, mais enfin, on arrive à avoir une idée donc, du pourcentage de matière normale qu'il doit y avoir dans l'univers. Et en fait, cette quantité de matière dépasse ce que nous avons pu observer. Donc, il nous manque énormément de matière noire, il nous manque encore plus d'énergie noire, mais il nous manque aussi un peu de matière normale. Il y a une partie de la matière normale dont nous ne savons pas encore de quoi elle est faite. Ça pourrait être un gaz très très chaud entre les galaxies dans ces immenses volumes, ou ça pourrait être des tas de trous noirs. Et il y a encore des gens qui disent que c'est peut-être des tas de trous noirs. Et donc, en fait, encore une fois, la réponse à cette question-là, elle n'est pas connue non plus. Ce ne serait pas amusant si on connaissait la réponse à toutes les questions. Et matière noire, énergie noire, c'est vraiment la quête des astronomes du XXIe siècle? C'est le Graal absolu, là, en ce moment? Je dirais qu'en ce moment, il y a deux Graals absolus. C'est la matière noire, énergie noire d'un côté, et des planètes comme la Terre, avec la vie dessus d'un autre côté. Les deuxièmes semblent, pour moi, un petit peu plus à portée de la main que les premières. La matière noire, c'est fort possible que même au LHC, on découvre des particules nouvelles qui nous permettent de comprendre ce que peuvent être ces fameuses particules dans la matière noire. L'énergie noire, à mon avis, aujourd'hui, on n'a même pas le début de quelque chose qui se tienne. Donc, il faudra une idée nouvelle, il faudra une expérience nouvelle, il faudra un Einstein. Ça me semble très difficile de prédire quand est-ce qu'on saura quelque chose. Par contre, pour ce qui est des planètes qui se ressemblent de plus en plus à la Terre, vous avez vu qu'on a des progrès sans arrêt. C'est absolument ça va très vite. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle du bas? Oui, il y en a une. Excusez-moi, je voudrais vous demander quelle est votre représentation de l'instant zéro. Est-ce que c'était une énergie considérable dans une tête d'épingle? Oui, pourquoi pas. Une énergie considérable dans une tête d'épingle, certainement. Alors, juste avant ça, ne me demandez pas parce que je ne sais pas. Mais à un moment donné, oui, peut-être. Une question devant? Quand vous nous avez présenté les programmes de simulation pour l'évolution des galaxies, comme ça, est-ce que dedans on rentre l'énergie noire et la matière noire qui représentent 95% de l'énergie masse de l'univers? Et si on le fait, c'est à partir d'hypothèses, mais pas d'observation directe. Alors, la matière noire, on peut la rentrer, et on la rentre un petit peu à partir d'observations directes. Parce qu'en réalité, la première découverte, si l'on peut dire, de la matière noire, elle est venue en regardant les amas de galaxies. En fait, il y a déjà une quarantaine d'années, un astronome a mesuré les vitesses des galaxies dans les amas de galaxies. Et il a trouvé que s'il donnait à chacune de ces galaxies la masse des étoiles qu'il y avait dedans, puis ensuite il voyait les vitesses, ces vitesses étaient suffisamment grandes pour que les galaxies puissent toutes s'échapper de l'amas. De même que si vous lancez une fusée, vous donnez une vitesse suffisamment grande et ça part. Bon, là, les galaxies, elles auraient toutes dû partir. Or, les amas, ils étaient là. Donc, il y a quelque chose qui retenait ces galaxies, qui n'était pas ça. Donc, il a été le premier à postuler, il doit y avoir une matière noire dans les amas de galaxies.
Après, les gens se sont mis à regarder dans les galaxies elles-mêmes. Alors là, on mesure la rotation du gaz et des étoiles dans les galaxies. Et même chose, cette rotation, c'est une façon de mesurer la masse qui est à l'intérieur, hein, comme je disais tout à l'heure à propos du trou noir. Non, on n'a pas besoin de la distribution. Il suffit, c'est tout ce qui est à l'intérieur du cercle que vous regardez. Et là aussi, ça donnait des masses supérieures à ce qu'on avait mesuré en mesurant toutes les étoiles de la galaxie. Donc, dans notre galaxie aussi, on sait qu'il doit y avoir de la matière noire. Donc, cette matière noire, on peut la mettre dans les simulations. Il faut lui supposer, évidemment, une façon d'échanger. Par contre, l'énergie noire, on pense qu'elle doit s'exercer à de très, très grandes échelles, et donc elle ne jouerait pratiquement pas de rôle dans une collision entre galaxies. J'ai une autre question. Oui. Je voulais savoir, les atomes lourds qui sont au-delà du fer, enfin, ou même les plus lourds, sont-ils assez récents dans l'univers? Non, les atomes lourds, nous pensons qu'ils sont formés dans les explosions de supernovas. Quoique, il y a des choses très nouvelles qui mettent en question des théories qui avaient été admises pendant des dizaines d'années. Enfin, je crois qu'on n'a quand même pas encore des atomes, je dirais, comme l'uranium ou des choses comme ça. Et comme il y a dû y avoir très tôt, par exemple dans ces galaxies ultralumineuses dans l'infrarouge, il y avait sûrement des étoiles massives de masse supérieure à 10 fois la masse du Soleil. Ce sont ces étoiles qui vont exploser et faire des supernovas. Donc, on pense que ces étoiles, il y en a eu depuis longtemps, et effectivement, on peut donc utiliser, je dirais même plus, on a mesuré l'uranium sur des étoiles très vieilles, et ça a permis aussi de donner une limite inférieure à l'âge de l'univers. On a trouvé des étoiles qui avaient déjà de l'uranium et qui sont un peu plus jeunes, mais pas beaucoup que l'univers. Donc, il y en a eu depuis le début. Parce qu'il y a eu des supernovas très tôt. Une fois qu'on a commencé à faire des étoiles, il y avait des étoiles massives qui ont fait des éléments très lourds. Évidemment, il y en a de plus en plus au fur et à mesure que l'univers évolue. Alors, on continue avec les questions. Il y en a beaucoup. Hein. S'il vous plaît, j'ai deux questions. La première, je voudrais savoir combien, en moyenne, dans l'univers visible actuellement, il y a d'étoiles et de galaxies, compte tenu des comptages récents qui viennent d'être faits. Et la deuxième question, c'est en cas de collision de galaxies, est-ce que les étoiles peuvent elles-mêmes entrer en collision? D'accord. Alors la première question, il y a à peu près 200 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie et à peu près le même nombre de galaxies dans l'univers observable. Le hasard fait que c'est à peu près le même nombre en ordre de grandeur. La deuxième question, non, la distance entre les étoiles, elle est très grande par rapport à la taille d'une étoile. Et donc les collisions entre étoiles, c'est très rare. Alors, il y en a quand même dans des zones très, très, très denses. Il peut y avoir coalescence d'étoiles, deux étoiles qui sont des étoiles binaires, et il y en a une qui, comme je vous ai dit, elles échangent de la masse, et du coup, ça peut les faire se rapprocher. Ça peut finir par une coalescence d'étoiles. Ces coalescences d'étoiles devraient faire aussi une émission d'ondes gravitationnelles que l'on espère pouvoir mesurer quand on aura des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, c'est des choses qui arrivent. Enfin, dans ces collisions, quand les galaxies se passent comme ça, les unes à travers des autres, les étoiles ne se rencontrent pas. On continue? Oui. Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quand il s'agit de masse concentrée au niveau d'une tête d'épingle, par exemple, au niveau du Big Bang, ensuite une expansion, et puis on me dit que j'observe pratiquement le fond diffus cosmologique, là, très proche du Big Bang, dans toutes les directions. Si c'était concentré à un moment spatialement, disons, et si ça s'étend, maintenant je suis étonné qu'on puisse observer des objets presque contemporains du Big Bang dans toutes les directions. Est-ce que c'est contradictoire, ça? Non, le problème, c'est qu'effectivement, cette tête d'épingle, c'est une facilité que nous nous offrons pour essayer de voir quelque chose. Mais ce n'est pas une bonne représentation. C'est-à-dire,
à tout moment, l'univers occupait tout l'espace. C'est-à-dire l'espace, à ce moment-là, était ça. Et donc maintenant, l'espace, il est l'espace que nous avons à l'âge actuel de l'univers. Et n'importe quelle direction, quand on regarde, eh bien, on remonte dans le temps et donc on finit par voir le début. Mais c'est pour ça que je suis d'accord que cette représentation de tête d'épingle n'est peut-être pas très bonne. Ce n'est pas très intuitif de se dire que, disons, c'est l'espace-temps en fait. Hein, ce n'est pas juste l'espace. L'univers représente tout l'espace-temps. Et donc, il n'y a pas une question de qu'il était petit et qu'il est devenu grand, quoi. Parce qu'il était tout. Il y a l'inflation aussi, c'est par rapport à l'expansion, l'inflation, ça expliquerait plus. L'inflation, c'est quelque chose dont on suppose qu'elle a eu lieu très, très, très tôt, donc bien avant la relique du Big Bang. C'est-à-dire tout à fait au début, pour comprendre pourquoi. Je vous ai dit que je regarde dans n'importe quelle direction et je vois des fluctuations qui sont un peu différentes, mais qui quand même se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas de direction préférée dans l'univers, donc tout a dû se passer de la même façon. Or, la lumière, disons, les différentes parties de l'univers n'avaient pas eu le temps de communiquer entre elles pour se dire « moi je fais ça, il faut que tu fasses comme moi ». Donc il y a quelque chose qui leur a appris qu'il fallait qu'elles fassent toutes la même chose. Et c'est pour ce quelque chose qu'on a qu'on a proposé cette théorie de l'inflation. On a dit qu'au début, il y avait une très forte énergie et donc une expansion très très rapide, égale dans toutes les directions. Et puis c'est ensuite à partir de là que l'univers s'est développé. Justement pour sortir de la tête d'épingle et arriver à l'homogénéité que l'on voit quand même aujourd'hui dans l'univers. 7 milliards d'années, est-ce que cette expansion est linéaire ou est-ce qu'il est envisageable qu'on arrive à une stabilisation, voire une contraction? Alors là aussi, c'est une grande question que les astronomes se posent depuis longtemps. Au départ, on pensait que, de même que si vous prenez une balle et vous la jetez, vous savez qu'elle va de moins en moins vite, et puis elle tombe. Vous lui avez donné une impulsion au début, et puis ensuite, l'attraction gravitationnelle de la Terre la fait retomber. Alors on s'était dit, le Big Bang, c'est une impulsion qu'on a donnée à cette matière tout à fait au début. Puis ensuite, comme cette matière s'attire un peu partout, tout ça va dans le sens de freiner l'expansion. Et donc, jusqu'à il y a 15 ans, tout le monde partait sur l'idée que forcément cette accélération, cette expansion, doit être de moins en moins rapide au fur et à mesure que le temps avance, qu'il va y avoir une décélération. Et donc, pendant des dizaines d'années, les astronomes ont essayé de mesurer la décélération de l'expansion de l'univers. Et puis, vous savez, peut-être, il y a une dizaine d'années, en utilisant les supernovas comme chandelle standard, en utilisant le fait qu'un certain type de supernova semble avoir toujours la même luminosité. Et donc, quand on observait des supernovas de ce type, on était capable directement, rien qu'à sa luminosité, de leur assigner une distance. Et après ça, on pouvait comparer avec la distance qu'on leur a redonnée d'après la loi d'expansion de l'univers, si ça avait été uniforme, et la différence aurait donné la décélération. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait bien une différence, mais qu'elle avait le signe contraire, qu'en fait, l'expansion de l'univers, elle s'accélère. En ce moment, elle s'accélère, ça va de plus en plus vite, et c'est ça qui a fait dire, il y a donc, en plus de l'impulsion initiale du Big Bang, quelque chose d'autre qui pousse l'univers à l'expansion, et c'est ce quelque chose d'autre qui est l'énergie noire. Donc maintenant, on pense qu'il y a l'énergie noire. Alors ceci dit, l'énergie noire, elle n'était pas très importante au début, parce que l'impulsion était tellement plus importante qu'elle ne se sentait pas. Elle s'est sentie pendant quelque temps. Comme on ne l'a pas encore comprise, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui va durer toujours. Si elle ne dure pas toujours, effectivement, on pourrait après avoir une décélération et finalement peut-être une recontraction. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Rendez-vous dans quelques milliards d'années, peut-être. Dans beaucoup de milliards d'années, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions en bas, s'il vous plaît? Non, il ne semble pas. Si. Oui. C'est une question naïve parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais en fait... C'est toujours les plus difficiles. Très bien, on va voir.
Je dirais qu'en fait, il n'y a pas d'énergie à un moment donné, puisque tout ça se balade dans un vide sidéral. Il pourrait toujours avoir expansion à vitesse constante. Ou alors, il y a du frottement quelque part. Non, justement, ça ne se balade pas dans un vide sidéral. Vous avez toute cette matière qui exerce une attraction, toute cette matière qui est dans l'univers qui exerce une attraction d'une partie sur une autre. Donc, il y a toujours vous avez toujours cette force de la gravité qui est extrêmement importante dans l'univers. C'est elle qui règne dans l'univers. L'impératrice. Une autre question ici. Beaucoup de questions d'hommes ce soir. Oui, bonsoir. Tout ce qu'on observe dans l'univers, c'est en fait par les ondes électromagnétiques, que ce soit la lumière ou que ce soit le rayonnement infrarouge ou ultraviolet, tout nous arrive par l'onde électromagnétique qui se propage à une vitesse qui est supposée être constante. Alors, est-ce que cette hypothèse, est-ce qu'elle est vérifiée? Qu'est-ce qui permet d'affirmer que la vitesse de la lumière ou les autres constantes universelles, enfin dites universelles, elles sont constantes dans le temps et dans l'espace? Disons, la démonstration de la constante de la vitesse de la lumière, bon, c'est des choses qui sont passées il y a déjà pas mal de temps, enfin, au XXe siècle. Alors, évidemment, pour ce qui est des constantes de la physique, que ce soit la vitesse de la lumière ou d'autres constantes, effectivement, il y a des mesures qui sont faites pour tenter de voir si c'est vrai, s'il n'y a pas eu de variation dans les constantes de la physique. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé, mais on en trouvera peut-être un jour. Et ça pourrait avoir quelque chose à voir avec pardon, la nature de l'énergie noire, justement. Donc, sinon, je voulais quand même dire que, évidemment, presque toute l'information nous arrive par les ondes électromagnétiques. Il y a quand même aussi les rayons cosmiques. Donc, il y a quand même aussi un peu de matière qui nous arrive, des particules de haute énergie qui se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, avec des variations en énergie très très grandes. Il y a 10 à 12 ordres de grandeur dans les énergies des rayons cosmiques qui nous arrivent et qui nous amènent donc des informations différentes. Et pas encore décodées d'ailleurs. Une question de devant, ici. Pour revenir à au dernier cliché de votre présentation, on a vu qu'il y avait un point commun dans les intensités lumineuses. Alors ma question, c'est comment sait-on, quand on observe un objet avec une certaine intensité, par exemple celle-là, qu'il s'agit d'un objet lointain ou d'un objet proche, ou d'un objet brillant qui serait loin, ou d'un objet peu brillant qui serait près? Voilà, c'est ce que je tentais de dire au début, mais je n'ai pas pu vraiment prendre le temps d'expliquer. C'est évident qu'il nous manque cette troisième dimension, et c'est très important de la voir. Alors ça a été, et ça reste, un problème très important en astronomie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe... On parle de chandelle standard. On passe de chandelle standard en chandelle standard. Déjà pour démontrer que... là, je vous ai parlé de galaxies comme un acquis. Hein, mais dans les années 29 ou 30, il y a eu le grand débat sur la Voie lactée est-elle une galaxie? Des nébuleuses que nous voyons sont-elles d'autres galaxies? On appelait ça les univers-îles à l'époque. Hein, et en fait, toute la question était... on voyait des nébuleuses comme ça, je vous ai montré au début, comme la nébuleuse d'Orion, etc. Puis on en voyait d'autres avec des belles formes spiralées. Et a priori, on ne savait pas si elles étaient du même genre ou pas. Et pour le savoir, eh bien, il fallait justement avoir cette notion de distance. Et en même temps, du coup, voir où est notre Voie lactée, jusqu'où arrive-t-elle, etc. Et ce qui a tout changé, c'est justement une femme, Henrietta Leavitt, puisqu'on se plaignait de ne pas avoir de questions de femmes, qui a étudié un certain type d'étoiles variables et qui a étudié la variation, le rapport entre leur période et leur luminosité. Et ce qui a vraiment permis de décoller, c'est quand on a observé, elle étudiait leur période et leur luminosité, et puis elle a trouvé dans le nuage de Magellan, donc une galaxie proche, un certain nombre de ces étoiles variables. Alors là, on savait qu'elles étaient toutes à la même distance. Et donc, elle a pu voir qu'il y avait un rapport entre la période et la luminosité qui semblait intrinsèque à ces étoiles. Donc, quand une étoile a telle période, eh bien, elle a telle luminosité. Donc, à partir de là, quand on voyait une étoile variable, on pouvait savoir à quelle distance
la galaxie qu'il a portée était. Alors ça a permis d'aller jusqu'à une certaine distance. À partir de là, il a fallu dire, bon, regardons d'autres objets qu'on peut savoir un peu plus loin. Alors, les régions H2 de certains types, c'est des régions H2 standards, si on la voit, etc. Et comme ça, comme on a fait maintenant avec les supernovae, c'est-à-dire toute cette notion d'objets qui sont des chandelles standards, c'est-à-dire qui ont une luminosité intrinsèque connue, donc quand on le voit. Mais tout est parti et continue à partir des étoiles qu'on appelle céphéides, de leur loi période de luminosité. Sauf que maintenant, avec des satellites comme Gaia qu'on va lancer, on a d'autres méthodes plus directes de détermination de la distance qui fonctionnent assez bien avec ça. Bon, puis on en a inventé des troisièmes, mais je ne vais pas tout vous décrire. Mais sans les étoiles céphéides et les périodes de luminosité, je ne sais pas combien de temps on aurait encore passé à trouver la troisième dimension de l'univers. Catherine Cesarski, on arrive à la fin de l'année mondiale de l'astronomie. Il y a encore des événements importants qu'il faut avoir en tête là, d'ici la fin du mois de décembre. Il y en a énormément cette semaine en France, oui, comme vous le savez. Alors bien là, sûr. vraiment. Et le week-end prochain, à l'Orme des Merisiers. Par exemple. Et puis il y a des grandes expositions à la gare Montparnasse en ce moment. Hein, c'est ça, le CEA fait une grande exposition à la gare Montparnasse. Je ne sais pas si vous avez vu celle qu'il y avait eu à la gare de Luxembourg, c'était quand même pas mal, etc. Je vous avoue à ma grande honte que je n'ai pas suivi de très près ce qui se passait en France, puisque ce n'est pas moi, c'est Annie Chantal Levasseur qui s'occupe de ça, et moi je m'occupe de ce qui se passe à niveau mondial, c'est-à-dire des choses qui se disséminent par le monde. Donc, je ne sais pas. À niveau mondial, oui, en fait, il se passe vraiment plein de trucs partout. Alors, une dernière question, est-ce que le ciel du Chili vous manque ? Ah oui, beaucoup. Bon, moi, j'ai été élevée en Amérique du Sud. Et pour les gens qui n'ont jamais été en Amérique du Sud et ont vu un beau ciel, le ciel du Sud est plus beau que le ciel du Nord, parce que le centre de la galaxie, il est au Sud, et donc la Voie lactée, elle est bien plus intéressante là-bas qu'ici. Et puis, il y a les nuages de Magellan, etc. Et en plus, évidemment, quand on va dans les observatoires, ils sont dans des endroits où les cieux sont limpides, et même sans télescope, le ciel du Mont Paranal ou de Alma, c'est absolument extraordinaire. Ceci dit, quand même, dans les Alpes, une belle nuit, c'est pas mal non plus. Catherine Cesarski, merci infiniment. Merci beaucoup.